17 octobre 2024, la fameuse heure de 17 est passée. Ce qui veut dire que dans la Ligue nationale de hockey, les alignements sont officiels pour la saison 2024-2025. Pascal, on a un gros show. J'ai énormément de prospects sur ma feuille parce qu'il y a plusieurs espoirs qui vont commencer la saison dans la Ligue nationale de hockey. Certains autres aussi ont été rétrogradés, on va en parler. C'est un peu la boucle qui va se boucler avec notre plus récent épisode sur les espoirs qui frappent à la porte de la NHL. On a fait petit tour d'horizon de... C'est ça. On a fait un petit tour d'horizon de certains espoirs et leur tenue au camp. Et puis le lendemain, il y avait presque 75% de l'épisode qui se tenait plus. Notamment la transaction à Colby Barlow qui est arrivée avant qu'on mette le podcast sur YouTube. Bref, shit happens. Exact. C'est l'envers de la médaille d'être en direct sur Patreon versus être en direct sur YouTube. Au moins Patreon, ils l'ont eu direct. Exact. Je veux pas, c'est au moins ça. Exact. Donc, avant de commencer, Pascal, sur les espoirs en dehors dans la Ligue nationale de hockey, on va évidemment parler de l'alignement officiel du CH parce que ça fait partie aussi du sujet de l'épisode. Les espoirs qui se sont taillés ou non un poste dans leur équipe. Le CH a annoncé aujourd'hui la rétrogradation de Jakub Dobeš, évident. Adam Engstrom, évident aussi. Logan Mailloux et Joshua Roy. Oui. Quelles ont été tes impressions par rapport à la rétrogradation de Joshua Roy? Ben, il n'a rien prouvé. Je me semble que c'est de lui que je parlais qu'il y avait une place à perdre sur le top 6 ou le top 9, mettons. Puis, ben, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a perdu sa place. Dans le fond, il n'y a pas d'affaire sur un quatrième trio. Sur le troisième, il aurait peut-être eu sa place aussi, mais je pense pas que c'est le genre de troisième trio que le Canadien ou que Martin Saint-Louis veut pour l'instant. C'est-à-dire avoir Joshua Roy là, tu sais. Il veut peut-être quelque chose de plus physique, de plus two-way. Fait que pour l'instant, Roy remplissait pas ce rôle-là. Il n'y a pas eu un camp incroyable. Oui, il y a eu des beaux flashs offensifs. Il était capable de créer des choses, mais il faut que tu rendes le monde meilleur autour de toi. Ça n'a pas été le cas. Il a joué un peu plus pour le nom en arrière que le logo en avant. Je trouve, là, j'ai le même discours avec Joshua Roy depuis qu'il a été repêché, c'est-à-dire c'est la constance de ses décisions, c'est la constance de son implication sur la glace. Il peut être le meilleur joueur sur la glace dans la Ligue nationale de hockey ou un gars que tu vois pas pendant plusieurs moments puis qui ne se sacrifie pas. Puis tout le long du camp, il a été majoritairement la deuxième version. Donc, je suis déçu quand même, mais ça va être de retrousse-toi les manches à Laval, puis reprouve que tu es capable de jouer dans le show. Puis ben, ça va être c'est une bonne examen de conscience qu'il y a, je crois, pour lui là, dans sa rétrogradation. Là. Je suis pas déçu, pas en tout, parce que c'est ça qu'il méritait. Et il méritait pas de jouer en haut, comparativement à d'autres. C'est ça qui arrive. Fait que moi, je suis content. J'ai souvent dit dans des textes ou en podcast que Joshua Roy, il faut qu'il soit challengé. On se souvient au championnat mondial junior, je veux pas nécessairement me répéter non plus, mais le championnat mondial junior, son arrivée dans la Ligue américaine, toujours un petit défi de devoir performer, puis du moment qu'il tombe dans ses pantoufles, on dirait que c'est là que le slump arrive. Quand il devient confortable dans ses performances, puis que ça devient un peu acquis, si on veut. Si son poste devient acquis dans l'alignement, on dirait que c'est là que c'est plus difficile. Puis l'année passée, quand il a été rappelé par le CH, il a très bien fait parce que je pense pas que son poste était acquis quand il a été rappelé. Puis on dirait, je veux pas prêter des mauvaises intentions, on n'en sait rien et tout, mais j'ai l'impression que peut-être le mindset de Roy en arrivant au camp, c'est que sa place était déjà faite. Est-ce que cette idée s'est renforcée encore quand Patrick Laine est tombé au combat? Il y a comme beaucoup d'indications qui viennent nous montrer que peut-être qu'il a pris ça à la légère.
Mais c'est pas pour trasher le kid, c'est que c'est vraiment c'est quelque chose qui est tangible dans son parcours de développement à Roy. C'est quand il faut vraiment qu'il soit dans une situation d'urgence, qu'il ait quelque chose à prouver, que c'est là qu'il est à son meilleur. Puis j'ai pas l'impression qu'il a abordé le camp de cette façon-là. Non, puis ça va venir avec la maturité. Tu sais, quand il va être mature puis que sa place va être faite, oui, là, il va pouvoir prendre sa place pour acquis, évidemment. Mais tu sais, il n'est pas encore rendu là. Fait que notre discours, c'est vraiment ça. C'est que la possibilité était là de l'envoyer en bas pour qu'il retravaille encore plus sur sa game, puis sur comment il aborde les matchs. Ben, c'est exactement ça qu'il va faire. Puis sous Pascal Vincent, qui va être un coach dur, qui va dire les 4 vérités, comme Jean-François Raoult le faisait sûrement, ben, c'est là qu'on va voir si il veut vraiment travailler pour qu'il devienne le joueur qui devrait être un top 9 NHL, qui a le potentiel d'être un top 6 si tout va bien puis s'il s'y met. Fait que, tu sais, l'année prochaine, il y a au moins 3 joueurs qui s'en vont en Dvorak, en peut-être Evans, mais je pense qu'ils vont le signer, puis en Armia. Fait que, tu sais, si Armia, si Roy prouve qu'il y a une place, ben, il va en avoir une place. Tout comme Kapanen, tout comme Heinemann. Fait qu'il y a de la peut-être qu'il est meilleur que ces deux-là au niveau talent, mais assurément pas sur 300 pieds. Ouais. Sur 200 pieds, puis au niveau physique. Fait que faut qu'il travaille là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça pour moi. Oh, oui. C'est sûr qu'il y a eu des débordements, puis on passera à Mailloux après, mais c'est sûr qu'il y a eu des débordements par rapport à, bon, c'est un Québécois, on est déçu de son camp, puis là, il y a comme eu 2 manières de penser ces réseaux sociaux aujourd'hui. C'était comme si il aurait dû rester parce que, en tout cas, c'est Joshua Roy. C'était une minorité, une très forte minorité. Il y avait une bonne majorité qui était consciente que Roy n'a pas tout donné ce qu'il avait à donner dans le camp, puis il acceptait la décision, mais il y en a quand même que, tu sais, c'était Roy, il y a des problèmes en dehors de la patinoire, puis c'était quasiment un bum, il se faisait quasiment traiter comme un bum, tu sais, ça va encore dans l'extrême, là. On va se calmer avec ça, là, tu sais. Oui, Roy, il y a eu des rumeurs là, par rapport à des agissements en dehors de la patinoire. On le sait que l'année passée à Laval, il n'y a pas juste Logan Mailloux qui arrive en retard aux pratiques. Là. Dans les scrums de fin d'année, on parlait de des jeunes qui arrivaient en retard. Là. Fait que je serais pas surpris. Sûrement pas Farrell, puis Struble, puis tout ça. C'est ça. Je serais pas surpris que Roy il était là-dedans sans vouloir le mettre directement dans ce siège-là. Mais je serais pas surpris non plus qu'il y a Coupe d'Aubushe, il a été là aussi. Il parlait des jeunes. Fait que... Fait que, tu sais, ça peut être plein de personnes, mais bref, tu sais, on n'a pas excusé ce camp-là par rapport à tout ça encore. Il y en a qui mettaient en doute son entraînement cet été. Qu'est-ce qu'on en sait, tu sais? Qu'est-ce qu'on en sait? T'sais? Non, c'est ça. Ça sert à rien de spéculer. Puis, en tout cas, c'est ce qu'il dit, ces réseaux sociaux, souvent, il faut en prendre et en laisser, puis il faut se concentrer un peu sur le coach. Puis qu'est-ce que le coach a dit? C'est exactement ça. Il dit, il y a le talent, il est offensif, mais il faut que tu travailles sur tout le reste. Incluant les titres de travail en dehors de la patinoire puis la façon d'aborder les games. Exact. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis il le sait, il est pas con, là. C'est un gars excessivement intelligent, Joshua Roy, là. Il faut qu'il apprenne à être un pro, c'est tout. C'est ça. Pas brûler d'étapes. Logan Mailloux, j'étais de ceux qui croyaient qu'il allait commencer à Montréal. Un peu déçu de son camp, un peu déçu. Il a été beige dans les matchs préparatoires, je trouve. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. C'est qu'il n'y a pas eu des performances pour forcer la main à Martin Saint-Louis et à son équipe. Fait que je pense que c'est quand même la bonne décision de le retourner à Laval pour qu'il puisse aller être un vétéran là-bas, qu'il puisse avoir du temps de jeu en masse puis qu'il continue de travailler sur ce qu'il avait déjà entamé l'année passée. Non, puis c'est une bonne chose qu'il ait été beige. Vraiment une bonne chose. C'est la première fois de sa vie qu'il est beige. Parce qu'il a toujours été trop flamboyant, trop d'erreurs, de lecture. Il se faire pogner en zone neutre. Des genres il est en désavantage numérique 5 contre 3, puis il essaie de monter à la POC. Non, il n'y a eu aucune affaire comme ça. On l'a quasiment pas vu. Puis c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis c'est pour ça que les Canadiens, Martin Saint-Louis a dit qu'il était vraiment content de son camp, qui avait été bon, qu'ils ont un plan pour lui, puis qu'il est d'accord avec leur plan. Fait que c'est pas pareil que Joshua Roy. Joshua Roy, Saint-Louis, il a dit... il est bon offensivement, mais il a du talent et tout, mais il faut qu'il travaille tout le reste. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, on a un plan pour lui, il est d'accord avec ça, on a aimé son camp. Fait que, moi, je suis de ceux qui ont trouvé son camp correct, puis qu'avec le recul, je suis content de son camp, parce qu'il n'a pas fait beaucoup. Oui, il y a eu des moments, c'était plus difficile, que ça tournait, puis c'était difficile. Mais c'est normal, le Canadien, il a eu de la misère à tout le camp.
il y a eu de la grosse distraction quand même. Puis ça affecte une équipe, ça c'est sûr et certain, dont Mailloux. Mais moi, je suis content parce que lui est là. Tu sais, ça aurait pu être Jacky en bas, lui en haut. Ou lui en bas, Jacky en haut. Mais ça aurait été vraiment négatif parce que Jacky ne veut pas, il a un rôle à jouer. Puis Mailloux, c'est pas ce rôle-là, il faut qu'il joue. Puis il aurait peut-être voulu prendre cette partie de rôle-là. Fait que ça aurait été vraiment négatif. Moi, j'ai vu plus ensemble, éventuellement, en haut. Mais bref, je suis content qu'il est en bas. Il va débuter la saison là. Je pense qu'il a prouvé que c'était un pro quand même l'année passée. Puis son camp, il a montré qu'il était capable de juste jouer la game un peu plus. Fait que il va jouer en bas avec Angstrom, qui a eu un très très bon camp. Donc, way to go, Mailloux. Je suis bien content de lui. Il était dans mon top 50 des espoirs, puis c'est pas pour rien. Je suis redevenu pas un partisan, mais je crois en le talent de ce gars-là, ce qu'il peut apporter. Puis le camp me conforte là-dedans, dans le sens qu'il peut aussi être un gars stable. Il l'a été un peu plus. Fait que je suis content. Ce qui nous amène à parler des joueurs qui sont restés dans l'alignement. Lane Hudson, Oliver Kapanen, Emil Heinemann et Alex Barré-Boulet qui se taillent des postes à Montréal. Évidemment, il faut quand même mettre la nuance immédiatement parce que tous les joueurs qu'on va parler dans le reste de l'épisode, c'est la même chose également. L'alignement est officiel à partir de ce soir, 7 octobre 2024, mais 8 octobre 2024, ça peut changer. Dans le fond, c'est la date limite pour fournir un alignement officiel à la Ligue nationale et répondre au plafond salarial. À partir de demain, les équipes ils vont mettre des joueurs sur la LTIR, la liste des joueurs blessés à long terme, ce qui va pouvoir permettre aux formations de faire des rappels et ainsi dépasser le plafond salarial avec les joueurs qui ont placé sur la liste des blessés à long terme. Fait qu'il y a des joueurs qui ont été rétrogradés, il y a des joueurs qui sont restés et ça peut changer dans les prochains 24 à 48 heures. Donc voilà, mais bref, Lane Hudson, Oliver Kapanen, Emil Heinemann et Alex Barré-Boulet. Pour Lane Hudson, pas une grande surprise, honnêtement. Je pense que c'est lui qui a connu le meilleur camp du côté de Montréal. Avec Barré-Boulet, il faut lui donner quand même. Oui, vraiment. D'accord avec toi, de tous les joueurs, c'est lui qui a été le plus constant au niveau de Hudson. Est-ce qu'il a toujours pris les bonnes décisions ou qu'il a montré... le hockey, c'est un jeu d'erreurs, fait que quand t'as tout le temps à puck sur toi, c'est normal que t'en fasses des erreurs, puis surtout quand t'es une recrue, mais je pense qu'il a prouvé à tous les matchs qu'il avait sa place, qu'il était un moteur offensif, qui était excellent dans toutes les facettes de possession de rondelles. Je pense que tout le monde... je vois beaucoup de on se calme ou bien genre de hype, mais c'est beaucoup de genre le monde a peur d'avoir peur là, avec ce joueur-là. Puis c'est normal, tu sais, parce que il est petit là. Mais sacrément que quand il est sur la glace, c'est complètement une autre game. C'est vraiment le fun à regarder quand il est là. Puis quand il est pas là, c'est vraiment plus fade. Je vais m'ennuyer ce gars-là si jamais il s'en va ou bien qu'il est blessé ou whatever là. Mais non, c'est le fun de le voir là. Puis tu sais, pour Heinemann, Kapanen et Barré-Boulet, je pense qu'on dit pas Boulet. Pour Heinemann puis Kapanen, je sais pas s'ils vont être là toute l'année, je pense que ce serait pas. Quand même content de les voir en place dans le bottom 6. Tu sais, Kapanen, probablement qu'il va retourner en Europe dans le courant de la saison. Tout dépend de son apport. Il faut quand même qu'il dépasse Evans et Dvorak. Dvorak est tout le temps blessé. Je pense qu'il n'y a pas une saison de 80 matchs. Là. Je pense qu'ils sont plus hauts s'ils en ont 70. Il y a eu beaucoup de saisons dans les 60. Fait que, si tu veux pas, ça demeure un joueur injury prone. Même affaire avec Evans. Fait que d'avoir un centre qui est dominant au niveau des mises en jeu, parce que Kapanen est dominant au niveau des mises en jeu, c'est une bonne affaire. Heinemann, est-ce que ça va lever un jour? Je sais pas. Mais je pense qu'il était à la bonne place. Puis de toute façon, tu l'envoies en bas. Là. Mais très content. Puis Barré-Boulet, Barré-Boulet, on l'appelle bébé à l'interne de TSLH. C'est lui. Avec Hudson, je pense qu'il a eu le meilleur camp aussi. Là. Il a vraiment prouvé qu'il avait sa place dans le national de hockey. C'est sûr que c'est un gars remplaçable à long terme. Mais il va jouer la chaise parfaite pour le Canadien de Montréal. Il va pouvoir le jouer un peu partout. Il va créer l'offensive d'une autre façon. Puis il va vraiment être important sur le deuxième powerplay. Parce que Hudson, il va être un petit peu tout seul sur le deuxième powerplay. Mais j'ai bien aimé ce que Saint-Louis a dit. C'est-à-dire que les unités vont changer en cours de game, même en cours de présence. Tu sais, Matheson
Hudson, oui, mais tout au complet pour mêler un peu l'adversaire. Ça va probablement mêler les joueurs aussi, là. Mais ils veulent pas avoir la même stratégie pour le Powerplay 1 puis le Powerplay 2. Fait que je sais pas comment ça va fonctionner, mais d'après moi, ça va être très cérébral, cette chose-là. Puis je pense que Bébé a ce IQ-là offensif, d'être capable de jouer un genre de spécialiste offensif sur le Powerplay. Puis si le Canadien, s'il y avait quelque chose qu'ils ont besoin, c'est d'améliorer ça. Fait que il a sa place. Encore plus que Kapanen puis Heinemann, je crois, pour cette saison. Je pense qu'il va y avoir plus d'utilité si l'aliment reste comme ça. Là. Enfin, il va avoir sa place, Barry Boulay. J'ai hâte de voir sur une saison complète. Est-ce qu'on a camouflé ce talent-là, tout ce temps-là, avec le Lightning, qu'il n'y avait aucune place, puis Seattle l'avait réclamé au balotage, pour après ça le remettre au balotage, puis il a été réclamé par le Lightning. Il a été bousculé un peu, Barry Boulay, dans sa carrière, puis il n'a jamais vraiment eu la chance de déposer ses valises dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on est devant un joueur qui est plus du type Charles Hudon, un très très bon joueur de la Ligue américaine, capable de jouer dans la Ligue nationale, ou s'il est capable vraiment d'avoir un rôle fixe à temps plein dans la Ligue nationale? Ça va être intéressant à suivre dans l'alignement du CH pour la saison. Les fameux spécialistes. C'est vraiment plus un spécialiste offensif. Fait qu'il va pouvoir ramener de l'offensive d'un trio de profondeur, puis de remplacer sur le top 6 quand il y a des blessures. Je pense qu'il va trouver sa niche à Montréal, puis il veut pas, il est québécois. S'il était russe, peut-être ce serait d'autres choses, mais vu qu'il est québécois, il va avoir un petit plus, même s'il mesure 5 et 2. Ouais, effectivement. Alright, on va se tourner vers les espoirs de la Ligue nationale. J'ai une bonne liste, Pascal. On en a pour quelques heures. Pour une fois que tu as une bonne liste. Oh! Ouais, exact. J'ai fait tout. Ouais. C'est une joke. Bonne liste. Bon travail. C'est une joke. J'en ferai pas de liste cette année. D'après moi, je vais être congédié. Désolé tout le monde. Et c'est ce qui met fin au TSLH Espoir. Non, faire sa part. On en a parlé dans le plus récent épisode et c'est Carter Yakemchuk que finalement Ottawa n'a pas gardé malgré un excellent camp pour Yakemchuk. Laissé une très belle carte de visite. Maintenant, va aller dominer à Calgary dans la Ligue de l'Ouest. Des déceptions, Pascal? Est-ce que tu aurais aimé voir Yakemchuk pour un essai de 9 matchs dans la Ligue nationale? Ouais, j'aurais aimé ça le voir contre Montréal dans les 3 premiers matchs. Là, j'aurais aimé ça le voir dans un contexte Ligue nationale, vraie saison. Mais c'était pas nécessairement. C'était pas nécessairement, ouais, de le garder en haut. Il est pas nécessairement... je vais arrêter de dire ce maudit mot-là. Il était pas prêt à 100% de jouer dans le show à long terme. Fait que, tant qu'à ça, vu qu'il est vraiment jeune, envoyez-le en bas. Puis qu'il fasse sa saison, qu'il domine, puis on l'évaluera l'année prochaine. Je pense pas que c'était nécessaire dans le contexte d'Ottawa, qui veut accumuler des points, qui veut tourner le coin, même s'il n'y a pas vraiment l'effectif pour, je crois. Donc, oui, déçu d'un point de vue égoïste, mais d'un point de vue de gars qui apprécie l'espoir, je pense que c'était la bonne décision pour son développement puis sa carrière. Si on se tourne maintenant, il y a des joueurs qu'on va quand même passer vite, là, mais du côté de Nashville, Tanner Molendyk a passé quand même très proche de faire le club avec les Preds. Défenseur mobile, offensif, super beau coup de patin. Ça aurait été le fun, lui aussi, de le voir dans un contexte de saison régulière quand même. Ouais, c'était pas lui qui l'adorait le plus à son année de repêchage. Mais on peut pas y enlever que c'est un défenseur très moderne avec une qualité principale assez élite au niveau du patin, un petit patin de fantaisie. Je pense qu'il a quand même appris à focaliser cette qualité-là, de plus pas y aller avec du patinage artistique, mais vraiment plus d'amener ce patin-là au bon jeu collectif sur la patinoire dans ses pré-saisons. On verra pour la suite, là, mais c'est de très bon augure pour cette équipe qui a la facilité à développer des défenseurs, à les repêcher et à les développer de façon adéquate. Nashville, au niveau développement défenseur, c'est dans le top de la ligue comparativement à d'autres. Que ce soit qu'ils acquièrent un défenseur ou qu'ils le repêchent, ils sont toujours bons pour les développer ou presque. Là, on regarde là, dans
dans le pipeline, on a Ofco aussi, Andrew Gibson, on a Jack Mathieu, Luke Prokop, mais dans l'alignement principal, les derniers qui se sont taillés une place, Dante Fabro, Jérémy Lauzon, Luke Shen. On est allé avec des joueurs un petit peu plus expérimentés. On vise quand même de faire les séries puis potentiellement gagner la coupe là, du côté de Nashville. Fait que il n'y avait peut-être pas nécessairement de place pour Tanner Molendyk cette année, mais il est quand même resté jusqu'à la fin. Fait que c'est quand même de bon augure pour l'espoir là, qu'on va revoir dans la il est dans la WHR, je pense, pour les Blaze de Saskatoon encore. Ouais, absolument. C'est pas un espoir. C'est un espoir peut-être qui va être servi comme monnaie d'échange. Tu veux pas, leur corps défensif est quand même solide. Là. Fait que ça se pourrait très bien arriver qu'il l'utilise pour un trade, mais au pire, c'est quelqu'un que ça va être du cheap labor pendant vraiment longtemps qui est quand même de qualité. Fait que j'ai quand même hâte de le voir dans le show, là, ce petit défenseur. Ce défenseur. Autre fait intéressant à remarquer du côté de Nashville, Pascal. Oui. Phil Tomasino est de retour dans le jargon des Preds. L'année passée, il est resté dans la Ligue américaine. Ça avait été quand même une surprise. Là. C'était comme un step back un peu dans sa progression. Pour l'instant, du moins, Phil Tomasino est dans l'alignement principal des Preds. À l'inverse de Zachary Lheureux et de... et là, j'ai un bon blanc, là. Voyons. Kamel? Finlandais. Joachim Kamel. Joachim Kamel qui apparaît pas non plus dans l'alignement principal. Puis de mémoire, Kamel avait connu quand même de bons matchs en camp préparatoire. Fait que, est-ce qu'on est surpris de voir Kamel et Lheureux être exclus de cette formation-là? Je sais que ça a quand même bien été, mais vu qu'il était waiver exempt, il n'y a rien qui pressait nécessairement de le faire jouer en haut. C'est un joueur qui peut quand même te coûter des points. Fait que, ouais, OTS et LH, c'est pas nécessairement un joueur qu'on apprécie énormément. Pas parce qu'il manque de talent et tout, mais c'est plus l'aspect qu'il est vraiment discipliné, puis des fois c'est un peu ridicule de le voir aller sur la glace. Donc, l'heureux, ils veulent probablement prendre le temps, puis c'est bien correct. C'est peut-être un peu la même affaire que Roy, là, tu sais, je ne connais pas son développement à 100%, mais si tu sais les qualités de ce joueur-là, c'est juste le reste, à être pro, puis à être discipliné sur la glace, que des fois, c'est problématique. Fait que peut-être qu'en cours de saison, il va se mériter des rappels, mais tu sais, je suis pas nécessairement surpris de le voir encore une saison en bas. Kamel, c'est un petit joueur. Encore une fois, c'est un Finlandais qui mériterait, pas qu'il mériterait, mais je pense qu'il va bonifier d'avoir une saison encore dans la ligne américaine de hockey, parce que c'est pas toujours facile pour lui contre des joueurs de la Ligue nationale de hockey, encore moins contre la ligne américaine de hockey, encore moins contre la Ligue nationale de hockey. Il va être bon avec des bons joueurs, mais pas nécessairement sur un bottom 6. Fait que, pour l'instant, il n'y a pas de place. Fait que je pense que je l'aime mieux en bas qu'en haut à avoir la misère à se trouver une place, comme Tomasino a eu dans le passé. Du côté des Pingouins de Pittsburgh, sans surprise, Rutger McGroarty fait le club, mais Harrison Brunicky, qui est resté durant toute la durée du camp d'entraînement des Pingouins, puis même du côté des médias de Pittsburgh, on commençait à penser qu'il allait possiblement faire le club. Mm-hmm. Harrison Brunicky, c'est un gars, j'en parlais avec Saint-Lô en privé justement ce matin. Moi, c'est pas un gars que j'ai regardé beaucoup dans la saison régulière l'année passée, mais je sais qu'au U18, il avait connu des très bons moments, puis sa saison a juste monté. Et ça a monté presque au point de commencer dans la Ligue nationale, pareil. Là. Non, c'est ça. Puis c'est un peu comme AJ Spelossi, dans ce qu'on va parler peut-être plus tard. Là. C'est un joueur qui il n'a pas mérité de se faire retrancher. Il a juste prouvé match après match qu'il y avait la fois qui gobait tout ce qu'on lui disait, qui absorbait beaucoup. Fait que tant qu'un joueur est capable de jouer à ce niveau-là, puis qui absorbe, qui s'entraîne avec des pros, mais c'est juste positif pour son développement. Puisque entre jouer des matchs pré-saison, puis avoir un impact dans les matchs, puis s'entraîner avec l'équipe, puis jouer le début de saison dans la CHL,
J'aime bien mieux voir le gars en haut, sérieusement. Surtout qu'il est capable, tu sais, si c'était, mettons, pas un no-name, là, mais tu sais, quelqu'un qui joue, comme mettons Florian Jacquet, mettons. Pas que ce qui est mauvais, mais tu sais, il était clairement... il était pas là pendant les matchs de pré-saison. Quand il jouait, il était en retard partout, il n'y avait pas d'utilité. Lui, il avait une utilité, fait que de le voir là, c'était vraiment bien, là, peu importe son âge. Donc, quand même surpris qu'il ait été aussi bon avec Pittsburgh, mais tu sais, cette équipe-là, il y a un aura d'ailleurs Pittsburgh, tout comme avec Boston, dans les défenseurs, dans les joueurs en tant que tels, des fois, quand ils tombent dans ce noyau-là, ça fonctionne tout de suite. Puis ben, c'est ça, on dirait que ça va faire ça avec lui, fait que c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'année prochaine, qui pourrait se tailler un poste dès l'année prochaine. Fait qu'on va lui souhaiter une saison sans blessure. Toucher du bois. Tu parlais de AJ Spilacci. Moi, je le connais pas. Fait que vu que je suis allé voir pendant que tu parlais là, quel type de joueur c'était. Puis quand j'ai vu 6 pieds 3, 201 livres, repêché par les Hawks en 3e ronde, je me suis dit, ouais, ce gars-là, il avait possiblement le gabarit de commencer dans la Ligue nationale. Ouais, je pense qu'il est rendu genre 6 pieds 4 ou 6 pieds 5, il est genre 210 livres. C'est un athlète pur et dur. En fond, c'est un joueur de football et de hockey. Il a choisi le hockey. Puis, patin, tout. C'est un joueur qui a joué genre centre, 3e trio dans WHL l'année passée. Avec Windsor. Ouais, dans OHL l'année passée. Puis, c'est parce que son impact, c'était vraiment en dehors de l'offensive. L'offensive, c'était juste pas son rôle. Il était là pour s'impliquer physiquement, pour avoir de l'impact en échec avant, défensivement, gagner une mise en jeu. Puis ça allait super bien. Mais tu sais, pour un joueur de ce gabarit-là, de cet athlétisme-là, t'aurais aimé ça un peu plus d'offensive, mais quand tu te concentres sur le joueur, sur le rôle qu'il avait, tu pouvais comprendre que les points n'étaient pas tout le temps là. Fait que j'étais vraiment content de le voir sortir à Chicago. Je l'avais dans les 70-80 dans ma liste. Là. Je pense que c'est dans les 70. Puis, tu sais, c'est parce que t'as pas beaucoup de données pour l'offensive pour genre avoir un rôle. C'est le top 9 dans la Ligue nationale de hockey. Mais en plus, il est capable de se battre. Là. Fait que là, de le voir là, dans un organigramme à Buffalo, pas à Buffalo, à Chicago, qui va avoir un rôle défini de protéger tout le monde puis d'amener de la fidélité. J'aime bien le fit. Puis gardez-là quand même. Je pense que les partisans de... pas les partisans, je cherche tellement mes mots aujourd'hui, on dirait que je vais faire un ACV. De la podcast de la relève. On a parlé un peu l'année passée, Spellassi, mais lui aussi, il en a parlé aussi. Puis c'est de garder son nom en note parce que c'est tout qu'un athlète. J'ai hâte de voir son saut chez les professionnels. On va parler moins vite, ça va aider. Puis pour boucler la boucle des Pingouins, ben Rutger McGroarty ce matin s'entraînait sur la 3e ligne avec l'harceleur Jesse Pulujärvi qui a connu un solide camp pré-saison. Il était dans le top 10 des marqueurs. Il a sorti des très bons matchs, des très belles pièces de jeu. C'est sûr qu'à gauche, présentement, là, on a O'Connor et Michael Bunting. Fait que tu sais, O'Connor, honnêtement, je pense que c'est Drew O'Connor, c'est pas Logan, là, ou un des deux, en tout cas. Honnêtement, là, la place est à prendre. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être essayer McGroarty de temps en temps avec Crosby et Beauvillier, sa première. Peut-être le joindre avec Malkin puis Raquel, sa 2e. Fait que, tu sais, il y a quand même un bon petit gap intéressant à gauche où McGroarty va pouvoir se promener. Je n'étais pas surpris qu'il fasse l'équipe. Je ne voyais pas ce gars-là commencer dans les Ligue américaine pour tout ce qu'on connaît de lui et pour toute la saga aussi qui entoure son arrivée à Pittsburgh. Là. Ouais, puis son entraîneur a dit que sa place était vraiment pas faite. C'est vraiment lui qui l'a gagné puis que c'est son jeu qui a fait. Ça n'y a pas été donné tout cuit dans le bec. Là. Fait que tout cuit dans le bec. Fait que je suis quand même content que l'entraîneur ait dit ça. Que c'est vraiment lui qui l'a gagné. Fait qu'il n'y aura pas de commentaires un peu de marde là, concernant ça. C'est genre, ça, il a chialé, fait qu'on lui a donné, fait que là, il joue. Mais non, c'est vraiment lui qui, par son jeu, qui a fait en sorte qu'il s'est taillé une place. Puis, tu sais, comme je disais avec Pittsburgh, ils ont un aura au niveau des jeunes, puis même des joueurs de profondeur ailleurs qui arrivent là, puis qui ont un impact tout de suite, comme le Canadien avec le balotage. Le Canadien, sérieusement, le Canadien a un talent pour prendre des gars au balotage puis d'en transformer un gars vraiment utile pour l'équipe.
peut penser à plusieurs joueurs, là, comme Byron, là, puis Kovacevic même. Donc, tant mieux pour lui, sérieusement. Les Pingouins, si l'évaluation d'une équipe de recrutement se faisait pour tout ce qui est recrutement de 20 ans et plus, les Pingouins seraient très bons. Là. Ouais, ce qui est en bas de ça, c'est moins... Des fois, c'est un petit peu problématique. Parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de choix au repêchage non plus, mais tu sais, leur recrutement professionnel puis leur recrutement de la NCAA est quand même très bon, honnêtement. Il faut leur donner. Ouais, faut leur donner ça. Tu sais, je sais pas comment ça marche à l'interne, mais quand tu es une équipe qui veut continuer d'aspirer aux séries puis qui va constamment échanger ses meilleurs espoirs puis ses choix au repêchage, t'as pas le choix d'avoir une équipe de recruteurs professionnels, ça coche, parce que c'est eux qui vont aller te chercher ces joueurs-là qui vont venir compléter ton alignement sans nécessairement les avoir repêchés. T'as pas le choix d'avoir un très bon département à ce niveau-là. Ouais, surtout que là, ils sont dans une division que, tranquillement, pas vite, ceux qui étaient dans le fond du classement redeviennent bonnes. Fait qu'eux autres, puis Washington, ça commence à avoir un peu la traîne de la patte, là. Fait que ça va être difficile dans les prochaines années pour Pittsburgh, là, genre de voir ce qu'ils vont faire. Alright, parlant de pipeline qui va très bien, ouais. Et c'est la réalité, les Sharks de San Jose, ils ont eu quelques espoirs. Là. C'est évidemment Macklin Celebrini et Will Smith font l'équipe. Là. Je pense pas avoir vraiment besoin de l'annoncer. C'est qui ça? Mais Luca Cagnoni, il est passé très très proche de faire l'équipe dans les derniers rétrogradés. Et finalement, c'est Daniel Gushkin qui fait l'équipe. Moi, je ne connais pas. Pascal, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Daniel Gushkin? Puis on reviendra sur Cagnoni par après. Tu es repêché en 2020, si je me souviens bien. Tu es le numéro 66 d'une équipe noire. Il y avait dans le fond, c'était Muskegon dans ce temps-là. Puis leur uniforme était pareil que celui des Pingouins. Puis il y avait le numéro 66, le petit enfoiré. J'ai relu mon profil de cette année-là, que j'avais fait en juillet 2020. Puis ça me rappelait des souvenirs, justement. Puis dans le fond, c'est un peu la même version que Sean Farrell. Peut-être un peu moins défensif, là. Mais j'ai réussi à jouer professionnel 2 saisons complètes. Puis ça a marché. Dans le fond, très bon patin, surtout au niveau du moteur. Accélération correcte, mais c'est vraiment la vitesse maximale. Il n'y a pas nécessairement une vitesse de séparation. C'est encore le cas, mais c'est vraiment mieux. Défensivement parlant, implication, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui a une caractéristique principale de son jeu, contrairement à Farrell, qui est le cas. Mais offensivement, contrôle de rondelle, très, très bon tir, mais c'est vraiment plus un fabricant de jeu avec des excellentes mains, puis qui va influencer un peu tout le monde là, avec son jeu d'épaule et tout. Mais c'est vraiment l'intensité, le moteur, puis la capacité à déjouer à haute vitesse, à sa vitesse élevée, qui le démarque. Puis que, dans le fond, il a joué 2 saisons en Ligue américaine. Je pense que l'année passée, il a été sa première équipe d'étoiles où il a été au match d'étoiles, mais il a été blessé, fait qu'il n'a pas pu y aller. Il a joué à date 6 matchs dans la Ligue nationale de hockey. 2 points en 2 matchs de 2 ans, puis 2 en 4 matchs l'année passée. Là, il va tomber dans un système qu'il va probablement jouer sur l'avantage numérique assez beaucoup, quand même en bonne quantité. Fait que je crois en cet espoir-là. La majorité du temps qu'on parlait de la banque d'espoir de San Jose, je nommais son nom comme quand même un candidat potentiel de devenir un joueur NHL. Mais c'est pas un top... c'est pas un premier trio, c'est pas un top 6 assuré, c'est vraiment plus un middle 6 ou voire top 9 qui amène une spécialisation sur l'avantage numérique puis la création d'offensive. Ils ont quand même beaucoup de joueurs avec ce profil-là, mettons Thomas Bordeleau, Will Smith, mais ils ont tous un niveau, un tier différent. Fait qu'on dirait qu'il va en avoir un sur chaque trio. Fait que c'est quand même assez une bonne affaire. Est-ce que Thomas Bordeleau a fait l'équipe à San Jose? Tu sais-tu? Il est blessé. Ah oui, c'est vrai, il est blessé. Fait que c'est probablement pour ça qu'il a fait l'équipe, en fait. Donc, bonne nouvelle pour lui. Mais ils ont tellement... ils ont tellement... Quand ils vont décider là, d'être un peu comme Buffalo cette année en échangeant Mathieu Savoie, quand ils vont décider d'échanger leur effectif pour acquérir des joueurs de noyau de 24-25 ans, ils ont tellement des possibilités. Surtout en défensive, il faut qu'ils en acquièrent parce que ça fait pitié un peu. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Fait qu'il faut que tu fasses jouer ces joueurs-là offensifs
qui vont peut-être permettre d'aller chercher encore plus des bons défenseurs. Donc, c'est clair que lui, il va avoir beaucoup de temps de jeu pour justement augmenter sa valeur. Est-ce qu'il va faire une carrière là? Peut-être pas. Peut-être ailleurs. Mais je me croise les doigts pour que ça aille bien pour lui cette année. Je ne l'ai pas dans mon pool keeper, parce que je veux pas, tu sais jamais si on fait l'équipe. Mais gardez-le en tête, là, c'est un joueur d'habileté. Luca Caglioni, choix de 4e ronde des Sharks. Au TSLH Espoir, on était surpris qu'il descende aussi loin que ça. T'sais, oui, c'est un défenseur de petit gabarit, mais qui était très offensif déjà à son année repêchage. Il montrait vraiment des belles choses au niveau de la distribution de rondelles, de créer de l'offensive, créer du chaos devant le filet. Il est sorti en 4e. Je me souviens dans des discussions entre nous autres, entre les observateurs, on se demandait bien gros qu'est-ce que Montréal trouvait à Florian Jacquet quand des gars comme Luca Cagnoni étaient encore disponibles. Ça a été dans nos discussions. Ouais. Mais c'est ça, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait un impact autant que ça dans les matchs préparatoires. À San Jose. L'année passée, il y a eu une solide saison, 90 points, je pense, ou un petit peu plus que ça, avec Portland. Est-ce que Cagnoni s'installe dans, si on veut, le range de des gars comme des Zane Parek puis tout ça, des défenseurs très offensifs qu'on pourrait voir rapidement dans la Ligue nationale? Je pense qu'il est au moins 2 tiers en bas de Parek, là. À cause de ses limitations au niveau du point de vue physique. Là, je me rappelle. C'est 2023 ou 2022 qui a été repêché? C'est 2023, hein? 2023, ouais, c'est l'année que Montréal ont pris Jacquet, puis ils ont pris Konyushkov dans la 4e ronde. Puis Cagnoni, il sortait un petit peu avant Quentin Miller. Non, c'est ça. Moi, je pense pas que je l'avais classé justement à cause de ça, justement, à cause du point de vue physique. Puis, tu sais, maintenant, tu peux pas en avoir 15 000 des joueurs, des défenseurs comme ça dans ton équipe. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui en ont. Mais le risque en vaut quand même la chandelle, puis il l'a prouvé. Fait que, non, dans un système comme San Jose, que les défenseurs, c'est pas nécessairement leur force, c'est clair qu'il y a une place pour lui à court, moyen terme. J'aurais quand même été surpris qu'il ait fait sa place cette année, sérieusement. Mais c'est déjà passé des choses plus extravagantes que ça, comme un certain Victor Mété. Donc, je pense que l'année passée, il va avoir une sérieuse chance de faire sa place. Puis c'est tant mieux pour lui, parce qu'il amènerait quelque chose probablement qui aiderait l'équipe offensivement, surtout à l'arrière. On en a parlé dans le plus récent épisode. Fait que on ne reviendra pas là-dessus, mais juste pour signifier que Josh Doan, du côté de Utah, a fait le club et se retrouvait ce matin, 7 octobre, sur le 3e trio, au centre du 3e trio. Fait qu'une utilisation que tu entrevoyais quand même pour lui là, quand on a parlé de Josh Doan dans le dernier épisode. Fait que c'était juste pour confirmer qu'il allait commencer dans la Ligue nationale. Ouais, j'espère que ceux qui ont le forfait Poolers du Patreon TSLH vont nous envoyer une coupelle de Game Report de cette équipe-là. Parce que sérieusement, ils ont, tu sais, Gunther, après ça, Doan, Cooley, ils ont une coupelle de joueurs quand même assez intéressants à regarder, même si c'est dans le national de hockey. Donc, je suis content pour lui, sérieusement. Il a le profil pour avoir un rôle dans cette équipe-là. C'est exactement ça qu'il leur faut. Il y a plusieurs équipes, je crois, qui aimeraient ça, avoir pris le risque de le repêcher aussitôt en deuxième ronde qui était repêché. Malgré que c'était un gars qui avait c'était un overager à son année de repêchage. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui auraient aimé ça le pogner, mais Arizona dans ça là, c'est Arizona, sont allés très tôt, puis ils ont vraiment bien fait, je pense. Ils le prouvent à tous les matchs qu'ils jouent. Parlant de l'Arizona. Peut-être qu'il n'y a pas le talent pour jouer dans le top 6, mais ce joueur-là est tellement important pour les séries puis gagner la coupe que si tu le développes à l'interne, un peu comme Lawson Cruz. Ça a été long, ça a été long, mais ils ont continué de l'utiliser avec le gabarit qu'il avait puis l'impact qu'il avait dans la game. Ce genre de joueur-là, c'est vraiment inestimable pour tout son parcours puis le genre qui n'a pas coûté cher. Fait que c'est important. Ouais, parlant de l'Arizona, Utah, ancien espoir de l'organisation. Mais là, on se tourne du côté du Lightning de Tampa Bay.
Connor Geeky qui Oui. se fraye un chemin et se taille un poste dans l'équipe. Ce matin, s'entraînait sur le troisième trio. Commençons par lui, puis après ça, on parlera du long camp d'entraînement d'Ethan Gauthier. Connor Geeky, es-tu surpris de... Parce que, tu sais, à Tampa Bay, il n'y a pas... les places, là, c'est pas vacant tant que ça là, dans l'alignement. Puis qui se souhaite tailler un poste comme ça t'a-tu surpris? Ben, ils ont quand même perdu plusieurs têtes assez importantes dans dans les dernières années. Donc, maintenant, il fallait qu'ils renouvellent avec quelque chose de qualité. Connor Geeky est assez de qualité, s'il vous plaît. Il y a juste un N à son prénom, mais ça, c'est pas T'as grave. raison, je vais corriger sur le ticker. C'est entre toi et puis moi. On va couper dans cette joke. Mais, Tu tu sais, cherches vraiment à te faire congédier à soir. ouais, c'est ça. Faut pas que tu me fasses rire, tu vas me tuer. C'est bon. Ouais, non, j'ai une fin de rhume, évidemment. Ouais, Connor Geeky, oui, il est quand même rentré par la grande porte, là. Il s'est battu. Sérieusement, il a eu un très bon camp. Puis, ben, tu sais, c'est un joueur qu'on appréciait quand même à son repêchage, qui a droppé jusqu'à 13, je pense, que l'Arizona avait été le chercher en échangeant. Il avait donné quand même pas mal pour aller chercher. Puis, tu sais, moi, c'est un joueur que on appréciait. On comparait beaucoup à l'interne à Kopitar, dans le sens que c'est un gros joueur, qu'on voit pas tout le temps sur la glace, qui est jamais vraiment loin de la rondelle, puis qui est jamais vraiment physique. Mais là, le côté physique, un peu comme Quintus Mosti, ça s'est vraiment régularisé, surtout contre des pros. En plus, il va se battre. Écoute, il coche toutes les cases, puis il est plus... Son moteur est meilleur qu'avant, sa rapidité, c'était pas vraiment problématique, c'est juste qu'on la voyait pas vraiment beaucoup. Il était plus cérébral qu'on voudrait, mettons. Mais là, si tout ça se transforme en exécution sur le troisième trio, écoute, dans le climat de Tampa, c'est un des meilleurs systèmes dans lequel il peut tomber. C'est dans les meilleurs pros dans le national de hockey, dans le fond, pour arriver à de quoi en tant que noyau, même si des fois c'est... Tu sais, t'as des joueurs élites, des fois il y a des affaires un peu plus de mauvaise qualité qui se greffent, mais ça tout fonctionne. Mais ce gars-là, il arrive dans la meilleure équipe pour lui, là, sérieusement. C'est une équipe pas loin de la fin du cycle. Pas encore, mais tu sais, pas trop loin de. Fait qu'il amène une transition parfaite d'effectifs. Je suis très content. Puis là, avec J.J. Moser aussi, qui arrive en défensive, qui est un défenseur que pas nécessairement peu connu. Je pense que le monde, ils font le pôle puis ils connaissent le nom. Là. En plus, il y a un nom un peu spécial. Mais ces deux éléments-là, à Tampa, je suis pas mal content de les voir arriver là, sérieux, dans ce système-là. Là. J'ai hâte de voir leur saison. Est-ce que je m'attends à 45 points, 50 points qui? Non. Je m'attends à un gars de maximum 30 points qui va développer sa carrière pro en prenant son temps dans un excellent système. On peut pas espérer mieux pour un gars de sa stature. Geeky va offrir un rendement à la Brendan Eagle en Ross Colton à l'époque. Genre de gars qui va apporter de la physicalité. Un genre de Nick Paul, mettons, dans l'alignement déjà. Un gars qui va donner des coups d'épaule, qui va se replier, qui va aller le long des bandes. Il va donner un apport physique. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que Connor Geeky, on le sait, il a un potentiel aussi d'empoter 60 puis 70 par année à son plus haut potentiel, puis peut-être même plus, tu sais. Puis ça sera pas ça cette année, mais quand tu sais que tu as un gars qui peut faire toutes ces tâches-là en étant jeune, puis qu'éventuellement, dans 3, 4, 5 ans, quand tu vas le mettre dans un rôle plus offensif, tu sais qu'il va être capable de répondre, ça devient intéressant, maudit. Tu sais, c'est pas un espoir unilatéral. C'est un peu ça que je voulais Non, exact. Il va vraiment solidifier ses bases de sa carrière là en ce moment, au niveau physique, puis niveau défensif, puis tout, comme tu dis, c'est vraiment ça, ce qu'il fait en ce moment, ça va être ça. Tu sais, c'est pas partout pareil, mais tu sais, Nick Suzuki, quand il a commencé ça à 4, ça à 3, ça à 2, ça à 1, mais tu sais, au début, c'est quoi? Ben, il faisait le défensif, après ça, le chèque avant, tu sais, oui, il était pas le plus physique, mais c'était une game de possession, de récupération de rondelles, tu sais, c'est complètement deux joueurs différents. Mais c'est un peu le même genre de parcours qu'on s'attend, c'est-à-dire ça. Quinton Byfield aussi. Ben oui, c'est ça, exactement. Un autre exemple. C'est un très bon exemple d'un joueur de très grand gabarit aussi, là, qui est base plus sur la vitesse, sur l'exécution. C'était pas là. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a plus travaillé sur d'autres choses. Puis une fois que ça s'était solidifié,
peut travailler sur son offensive, puis là, écoute, le produit fini va être incroyable. Petit mot sur Ethan Gauthier, très long camp avec Tampa Bay, il a laissé une belle carte de visite. De retour dans la LHJMQ, on peut s'attendre à ce que ce soit pas mal l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Oh oui, absolument. Il a été pas mal, il a été très bon l'année passée, surtout en série. Il va arriver là en vétéran aguerri. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse l'équipe, mais l'année prochaine, il va probablement la faire. Il y a le genre de profil que tu peux utiliser un peu sur n'importe quel trio, puis qui réussit à faire sa place, à avoir de l'utilité. Est-ce qu'il pourrait jouer dans AHL? C'est sûr que oui, là. Mais si j'ai pas checké la situation des contrats de Tampa Bay pour l'année prochaine, mais c'est ce genre de joueur-là qui peut jouer un peu n'importe quel rôle, qui amène un peu de je vais te rire d'en face, mon petit maudit, mais c'est quand même utile. Fait que je m'attends pas à ce que ce soit un séjour hyper long dans la AHL pour Eaton. Je suis juste content qu'il y ait resté longtemps. Puis tu sais, tu dis des joueurs qui ont cette attitude-là, t'en as besoin et tout, mais Ouais. pour le contrat aussi. Tu sais, les noms que je disais tantôt, là, les Ross Colton, Braden Hagel, puis Nick Paul, puis tu sais, des gars de soutien qui peuvent brasser un peu, puis qui peuvent être tannants à la patinoire, avoir du chien sur la glace. Ben, des fois, quand t'es pognes à 30 ans, tu vas payer 3 millions pour ces gars-là, tandis que quand tu l'as à 20 ans, ben là, il te coûte 900 000, tu sais. Fait que Travis Moen, c'est un bon exemple. Le Canadien de Montréal, à son prime à Anaheim, il était incroyable dans les séries. À Montréal, tu voyais que c'était rendu un joueur qui avait quand même écoulé ses meilleures années. Là, si t'es capable d'avoir Travis Moen à 25-26 ans, c'est une bonne affaire. Là. C'est ça. On se transporte à Seattle. Grosse saison, Pascal, pour Shane Wright cette année? Ouais! Ouais, malheureusement, il ne pourra pas avoir le Calder. Il a joué 2 saisons de 8 matchs. C'est une maudite niaiserie de règlement. C'est deux saisons de 6 matchs. Si tu as joué 2 saisons de 6 matchs dans les 2 dernières saisons dans la Ligue nationale de hockey, tu peux pas avoir le Calder. On se dit quoi, cette niaiserie-là? Mais tu sais, tant mieux, il ne peut pas l'avoir. Il n'y aura pas de la pression, de l'attention de battre Mishkov ou d'autres, ou Hudson, ou peu importe, ou Cotter Gauthier, que je crois va gagner. Fait que non, oui, je 100% que Shane Wright va avoir une grosse saison. Il y a eu une bonne pré-saison aussi. Il a fait deux buts assez très Shane Wright, en fait. Un peu spectaculaire, un bon tir aussi sur le deuxième. Et donc, c'est ça. Je m'attends à ce qu'il fasse sa place sur le top 9 de l'équipe. Puis tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de chance sur le powerplay, qui a déjà sa place, je crois, là, de ce que j'ai vu passer. Là. En tout cas, dans les matchs la fin des matchs pré-saison, il y avait une place sur le powerplay, j'espère, sacrément. Mais tant mieux, là, je suis content qu'il fasse, qu'il joue, que là, il va jouer là. Je pense pas qu'il va retomber dans la Ligue américaine. Il va jouer là, il va se concentrer sur la Ligue nationale de hockey et son apport qu'il peut avoir pour l'équipe. Ouais, puis si ça fonctionne pas et qu'il retourne dans la Ligue américaine, c'est pas plus grave que ça. C'est juste que l'année passée, il y a eu vraiment une bonne saison, une bonne finalité en série, même s'il était blessé. Ouais, ça a monté constamment l'année passée, sa progression. Fait qu'il est rendu là, à lui de relever ce défi-là cette année, d'être à temps plein dans la Ligue nationale. Ça, il a rattrapé un peu son retard de l'année qui a manqué de la COVID. Puis après ça, son première année de développement, c'était un peu coup-ci, coup-ça avant les fêtes. Non, c'est ça. Alright, petit talent de chez nous, Tristan Luneau, qui figure sur l'alignement principal à Anaheim. L'année passée, je pense que ça. En tout cas, ça avait bien été d'un camp préparatoire. Ouais. Il avait laissé une belle carte de visite. Encore une fois, cette année, Anaheim semble vraiment apprécier Tristan Luneau dans l'organisation. Ouais, j'ai vu quelques séquences, pas des highlights, mais vraiment des bouts de match. Puis en transition, en contre-attaque, il amenait tellement du dynamisme, là, vraiment plus qu'à son année de repêchage. C'est complètement un autre joueur. Là. Est-ce qu'il en amène plus qu'Olin Zellweger? Parce que des fois, tu peux te dire c'est quand même 2 défenseurs similaires. Ben, en fait, Tristan Luneau est plus complet, il a un meilleur gabarit. Donc, il est peut-être un peu plus nord-sud aussi que Zellweger, qu'il faut quand même qu'il se permette un peu plus d'est-ouest parce qu'il faut qu'il évite la pression, parce qu'il est petit. Mais Luneau, on dirait qu'il évalue mieux quand est-ce d'y aller vers l'avant. Je trouve que son talent ou son IQ
peut-être un peu plus en avance aux Zellweger, qui a quand même certaines limitations, mais tu sais, c'est deux talents assez, assez bons là, pour la nationale de hockey, mais je pense que Luno apporte quelque chose d'un peu plus pro en ce moment. Dans sa façon d'attaquer dans un contre-attaque, j'ai vraiment aimé ça, puis il était créatif. Il y a un but qui a créé à un autre joueur. C'était un 2 contre 1, puis c'est le jeu de passe que ça avait fait, c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc, tant mieux pour lui, sérieusement, puis j'espère qu'il va demeurer en centré, sacrément. Effectivement. Effectivement. Du côté de Buffalo, c'était une question qu'on se posait quand même beaucoup. Tu sais, là, les ouvertures se sont peut-être créées par eux-mêmes avec J.J. Peterka et Zach Benson qui se sont blessés. Mais on espérait le voir dans l'alignement et finalement, il y est. Jiri Kulich, qui fait l'équipe. Et à l'inverse, Konsta-Helenius qui n'est pas gardé dans l'alignement principal, du moins pour l'instant. Bonne décision, Pascal, selon toi? Oui, un peu comme on a parlé. Un des seuls débats, un des seuls sujets qui était quand même assez encore d'actualité par rapport à notre partie. C'est ça. C'est juste, ça ne servait à rien vraiment de garder Konsta-Helenius en haut, comparativement à Jiri Kulich, qu'il était prêt à rester en haut. J'ai pas regardé tout leur camp d'entraînement, là, pas leur camp, mais leur pré-saison, parce que m'a amené bout à tout. Là. Mais même si, mettons, Kulich était moins bon, mettons, dans les matchs qui étaient là que Helenius, mais il faut quand même qu'il gagne la valeur, il faut quand même qu'il reste en haut pour qu'il se transforme en effectif peut-être tradable, à besoin de mettre en bas pour qu'il stagne puis qu'il se décourage. Fait que non, je pense qu'il est prêt. Puis c'est juste partie remise pour Konsta-Helenius qui a tout le profil pour très rapidement devenir un atout pour ses entraîneurs là, en haut. Alright. Le prochain, Pascal, c'est quand même une surprise en soi. Pas plus qu'un autre joueur qu'on va nommer un petit peu plus tard, mais une bonne surprise. Dans mon top 3 des surprises des espoirs qui se sont taillés un poste. Et c'est Samuel Honzek à Calgary. Puis pas juste qu'il s'est taillé un poste. Ce gars-là s'est entraîné sur la première ligne pendant quasiment tout le camp d'entraînement, puis il a livré la marchandise. Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir toute la saison? Puis dans la course au Calder, là, veux pas, là, si tu restes toute la saison comme recrue puis tu joues sa première, ça se peut que tu fasses partie de la course au Calder pareil. Là. Ouais, parce qu'il amène un style qui est pas déficient à Calgary, mais tu sais, avec Kadri, sa première, ce joueur-là, c'est un joueur sur 200 pieds avec un bon gabarit. Tu sais, le patin, on pouvait se poser des questions. Mais depuis son repêchage, il fait juste prouver qu'il est capable d'amener une game pro sur la patinoire. Oui, on peut se questionner sur son apport offensif l'année passée dans le junior canadien, mais c'est le genre de joueur que quand il va jouer avec des meilleurs joueurs, ben il va être meilleur, tu sais. Parce qu'il amène des choses qui sont utiles, c'est une bonne game qui amène sa patinoire. Fait que c'est tout le temps vraiment tough à trouver dans un repêchage. Parce que t'as plusieurs joueurs que c'est un peu ça. C'est-à-dire, mettons, Oscar Anton Wahlberg, cette année de repêchage-là, si je me souviens bien, c'est ça, un joueur cérébral qui était comme, OK, d'après moi, s'il joue avec des meilleurs joueurs, ça va être bon, mais il pogne un mur. Mais lui, tu sais, vu que oui, c'est un Européen, mais il a joué au Canada dans son junior. Fait que ça amène un petit plus. Puis là, ben, il arrive avec des très bons joueurs, capables de jouer en défensive, amène quand même un apport physique, tu sais, de possession de rondelles assez important, de récupération de rondelles surtout. Puis ça fonctionne bien avec des joueurs de très haute qualité. Fait que c'est comme... Écoute, comme Cheap Labor, il n'y a rien de mieux que ça. Puis il a produit tout le long de la pré-saison. Est-ce que ça va être genre, tant que tu produis, on te laisse là, puis si tu produis pas, on te renvoie? J'espère que non. J'espère qu'ils vont être quand même, surtout dans la situation qu'ils sont, qu'ils vont être quand même corrects avec lui, quand même pas négligents, mais c'est quoi le mot que je cherche? Conciliant? Bref, quand même... conciliant avec lui. Il laisse du lousse parce que dans le fond, sa game, c'est sur 200 pieds. Fait que s'il t'amène pas défensive cette journée-là, mais qu'il t'amène genre 5 revirements créés, contrairement à juste un quand il est en possession de la rondelle, tu sais, ça amène beaucoup de choses. Tu peux jouer sur des avantages numériques. Sur l'avantage numérique peut amener quand même des choses. Fait que tu le protèges un peu à domicile, à l'étranger, peut-être que tu le rétrogrades, mais tu sais, c'est ça le hockey. Fait que je suis vraiment surpris que sa game aille un bon de même.
Et ce profil-là m'étonne pas nécessairement d'avoir cet impact-là. C'est juste que c'est le trouver le joueur avec ce profil-là qui va réussir à être meilleur avec des meilleurs joueurs. Ça n'arrive pas à tous les années. Puis là, ben, ça arrive avec lui. Puis j'espère que ça va être à long terme avec constance. Là. Tant mieux pour Calgary, ils en ont besoin, sacrément. Oui, vraiment. On regarde les meilleurs marqueurs du calendrier pré-saison. Samuel Honzek dans le top 10. Je crois qu'il est 6e. Il a 7 points, 2 buts, 5 passes en 6 matchs. Il a joué. Ouais, il avait été premier un bout, là. Exact, mais tu sais, 6 matchs, il a joué tous les matchs quasiment. Ouais. Tu sais, mettons, là, on regarde Daniel Gushkin, qu'on parlait tantôt avec San Jose, il a joué juste 4 matchs. Il a 9 points. Mais tu sais, la majorité des espoirs jouaient pas mal 4-5 matchs. Sont rares quand même les joueurs qui ont joué presque tous les matchs préparatoires. Fait que souvent, c'était des joueurs, exemple, Adam Fantilli, lui, il a joué 6 matchs. Patrick Gilles, il a joué 7 matchs, mais lui, il n'a pas fait le club. Là, fait que c'est comme des gens. Il y a deux façons de voir souvent les joueurs qui jouent beaucoup de matchs, c'est-à-dire, on va te donner des matchs, faut absolument que tu nous prouves que tu peux jouer. Tu sais, quand un joueur arrive comme Joshua Roy, mettons qu'il aurait joué 6 matchs. Là. OK, prouve-nous que vraiment, là, que tu es prêt à jouer. Mais lui, c'est le contraire. Prouve-nous que tu n'es pas prêt. Genre, on va te donner des matchs, puis genre, j'attends juste que tu sois pas bon pour dire, OK, pour qu'on me conforter dans l'idée de t'envoyer dans le junior ou dans la Ligue américaine. Mais lui, à chaque match, il était juste encore meilleur. Peu importe avec qui l'utilisait. C'est comme, bon, ben, j'ai pas le choix de te faire jouer. Yakim Shock, c'était un peu ça. C'est comme, ben, je te fais jouer, puis il faut que tu me prouves que t'es pas prêt. Est-ce qu'il a prouvé qu'il était pas prêt? Pas nécessairement. Il y avait des petits trous dans sa game. Tu étais déjà au courant de ces trous-là. C'est juste que ses forces ont vraiment ressorti. Maintenant, il faut que tu fasses un choix. Mais Samuel Honzek, il est-tu utile à l'équipe? Oui. Il manque-tu des joueurs dans l'équipe? Oui. La preuve, ils ont envoyé tellement du monde au balotage à cause de lui. Ben, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. On vit pour ça. Exact. Rapidement, avec les Hurricanes de la Caroline, c'était une question qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux concernant l'avenir de Bradley Nadeau. Il a été rétrogradé dans la Ligue américaine hier, je crois, ou en début de journée, le 7 octobre. Bryce Montgomery a fait l'équipe dans les espoirs. Je ne connais pas bien. Mais il n'y a pas un nom de gars que je vais me dire, il va être bon, lui. Ah, c'est ça. Il y a un nom de gars qui a fait ses 4 ans en NCAA. Je ne sais même pas si c'est le cas, là, mais c'est un nom diplômé, disons-le ainsi. Mais faire sa part pour Bradley Nadeau, on se demandait s'il allait rejoindre l'Océanique de Rimouski pour la saison. Parce que l'Océanique, ils détiennent les droits de Bradley Nadeau. L'Océanique veulent aussi, ils accueillent la Coupe Memorial, fait que veut pas, ils veulent avoir le meilleur club possible sur la patinoire. Mais du moins, pour l'instant, Bradley Nadeau, il est dans la Ligue américaine. Fait que ça va être à suivre. Si jamais il n'y a pas assez de temps de jeu, est-ce qu'il va décider de se retourner vers la LHJMQ? Il va pouvoir le faire parce qu'il a tourné le dos à la NCAA. Fait que ça va être possible. Un autre diplômé. Non, il n'a pas été diplômé. Ben, parce qu'il a joué dans OHL. Mais tu m'as tué, sérieux. Mais oui, il n'y a rien qui pressait pour Bradley Nadeau. Je pense que c'est pas le genre de joueur qu'il faut qu'il saute les étapes, je crois. Là. Donc, c'est quand même une bonne chose qu'il n'ait pas fait la cote, à mes yeux. All right. Nolan Allen à Chicago. Ça t'a surpris, Pascal, qu'il fasse le club? T'es-tu bon pour nous expliquer pourquoi? La légende. Un des joueurs dans les 4 derniers repêchages que je me suis plus gratté la tête pourquoi il est sorti en première ronde. Un peu dans le même ordre que AJ Emery. C'est-à-dire qu'un joueur strictement défensif qui a été repêché, si je me souviens bien, en 2020, en première ronde, genre 31 ou 32e. Ouais, c'était fin première, mais l'année, je me souviens pas exactement. Il me semble que c'est l'année de Gouli, mais je peux me tromper. Là. C'est pas la fin du monde, de toute façon. Ouais, c'est un joueur qui, même après son repêchage, depuis ce temps-là, je trouve pas qu'il a eu un apport incroyable. Son apport est vraiment défensif, puis je trouve, très commissarique, mettons, là. Qui me prouve pour le contraire, je serais bien content. Je ne suis pas tout déçu si un joueur de première ronde réussit à remplir les attentes. Mais tu sais, quand tu repêches un gars 30e, 31e, 32e, puis qui fait le club, ouais,
à 20, mettons, 22, 23 ans, ben tant mieux. C'est vraiment une bonne chose. Là. Fait que, tant mieux pour lui, mais oui, ça. C'est pas nécessairement que ça m'a surpris. Quand j'ai vu son nom, j'ai comme, c'est Alan et non pas Alan. Mais c'est comme, non, il existe encore, ce joueur-là. Fait que, non, j'étais quand même content pour lui, mais tu sais, je n'appellerai pas ma mère pour dire qu'enfin, ce joueur-là a fait l'équipe et qu'il va être bon. Là. Ça demeure Chicago, puis probablement qu'il va remplir un chandail pendant un bon bout, pendant un certain bout. Mais c'est ça. Plus ou moins emballé, mettons. Ouais, c'est ça. Dans les nouvelles rapides, Maverick Bourque, blessé, c'est comme indéfini. Ouais. Il n'est pas sur l'alignement principal des Stars, mais il faut s'attendre à ce que quand il va revenir, il va jouer dans la Ligue nationale. Là. Fait que il n'y a comme pas vraiment de doute là-dessus. Logan Stankoven, pas de surprise du côté des Stars, figure dans l'alignement, puis va être au cœur de la course au Calder. Oui, c'est sûr et certain. Si c'est pas Kota Gauthier ou Mishkov ou Watson, peu importe c'est quoi votre allégeance, là, il va assurément être dans le mix. Oh, l'expression qu'on aime beaucoup. Il va probablement être dans la course au Calder. C'est un jeu, surtout dans l'équipe qui est là. C'est une équipe qui est vraiment dans sa montée vers son contender là, déjà en début de saison. Là. Fait que il y a juste beaucoup d'appui, puis il va avoir du temps de jeu dans des bonnes situations, avec des bons vétérans. Il va produire. Toujours dans le département des nouvelles rapides, parce que j'ai fait le tour des alignements avant le podcast pour voir les espoirs. Et si vous avez observé le nom d'Adam Sikora du côté des Rangers de New York, dites-vous que non, il n'a pas nécessairement fait le club. Dans le fond, il figure sur l'alignement principal des Rangers de New York, mais ce n'est qu'une question de masse salariale parce que son salaire recru est plus petit que d'autres qui vont faire le club. Donc, c'est un paper move. Adam Sikora va commencer la saison dans la AHL. Pour ceux qui regardaient un peu comme moi avant l'épisode, les alignements de la Ligue nationale, oui, Sikora apparaît là, mais c'est vraiment très temporaire dans son cas. Pascal, moi, c'est ma grosse surprise des camps d'entraînement. On dirait qu'on va revenir sur Jet Luchenko parce que ce n'est pas Jet Luchenko que je vais parler présentement. J'ai l'impression que beaucoup se tournent vers les Flyers pour... les Flyers, on avait Michkov, on savait qu'il allait être dans l'alignement. Luchenko, plusieurs personnes étaient surprises de voir que les Flyers avaient trade down, puis finalement, ils l'ont pris, puis on soupçonnait que c'était un prix de consolation parce qu'il visait Boyum, puis on se demandait, hey, Luchenko, c'est tôt. Shout-out à nos amis de Hockey Prospect, puis Simon Saint-Lô aussi, du TSLH Espoir. Ils ont vu quelque chose en Luchenko, ils l'ont classé haut. Assez tôt, puis nous autres, on était moins j'allais genre 51. Je l'ai expliqué pourquoi je l'avais autant loin. J'ai comme connu plus tard en saison. Puis maintenant, il faut que tu respectes un peu le processus et les autres joueurs que tu as vus plus tôt. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, on y reviendra un petit peu plus tard, mais tu sais, pour moi, je trouve que l'aspect surprise était beaucoup tourné autour de Jet Luchenko, puis on oubliait de parler de cet espoir de l'Avalanche du Colorado, Callum Ritchie, qui pile non seulement le club au Colorado, mais a de bons souliers à chausser, va remplacer dans son rôle Artturi Lekkonen, qui veut pas est un marqueur de 50 points, bon sur 200 pieds. Callum Ritchie va prendre sa place dès le début de la saison du côté du Colorado. Pour moi, c'est la plus grosse surprise de tous les camps d'entraînement dans la Ligue nationale. Ouais, il a comme gagné la place en cours de camp, puis il l'a pas perdu. Enfin, il a vraiment rempli ses attentes, puis il a amené du skills en plus. Ils ont vraiment besoin de skills, Colorado, parce que justement, la perte de Lekkonen, ça fait mal. Là. Puis en plus, t'as Landeskog qui est pas prêt. Sont pas là. Nichushkin qui est pas là pour ça. Bref. Mais c'est comme, tu sais, ça fait mal là, cette profondeur. Ils n'ont pas de profondeur. Fait que c'est sûr que s'ils vont chercher de la profondeur avec des jeunes qui ont repêché, c'est vraiment élite comme façon de se refaire un peu. Là. Fait que Callum Ritchie, il arrive là, il répond aux attentes encore plus. Il se fait donner un poste sur le top. C'est top 6, hein, il joue sur sa deuxième. Hein. Ben écoute. C'est directement.
exactement le rôle de Lekonen qu'il va avoir dans le fond. Ah oui, c'est ça. C'est exactement le C'est le fun en maudit pour lui. Là. Puis, c'est un joueur qu'on appréciait quand même. Puis c'est encore le genre de joueur que junior, il y a des fois tu le vois pas tout le temps. Pas flashy. Mais qui fait les choses très bien. Oui. Puis qu'avec des meilleurs joueurs, ça pop. Même affaire qu'Hanzek un peu. On l'a souvent dit dans son cas, Callum Ritchie, il y en a du potentiel offensif. Attendez, vous allez voir, ça va sortir. Puis là, l'année passée, ça a sorti quand même pas mal. Là. Ça a bien été avec Beckett Seneca. Fait que en tout cas, je suis vraiment content de son parcours. T'sais, il a été blessé, lui, de mémoire, Ritchie, je pense, à son année repêchage ou c'était pendant l'été, puis il a manqué le début de saison l'année passée. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, moi. Fait que, c'est vraiment le fun de voir que sa progression en soit rendue là. T'sais. Ouais, puis tu sais, c'est le genre de joueur que, tu sais, mettons, à Utah, mettons, à Philadelphie, ou une affaire de même, il ne ferait pas le club parce que le noyau est pas aussi mature, mais à Tampa, aux Rangers, ou bien à Colorado, ça fonctionne parce qu'ils ont besoin d'apports externes à leur noyau élite. Puis là, ça donne parfaitement à Colorado ce genre de joueur-là, comme Samuel Honzek, qui est capable de jouer n'importe quel style de jeu, qui amène un aspect physique quand même, pas à 100%, là, pas autant que d'autres, là, mais qui est capable quand même de jouer dans le trafic, qui est intelligent dans les deux sens de la patinoire, qui va être capable d'amener un peu d'apport offensif. Tu sais, Lekonen, c'est Lekonen, là. On ne pense pas qu'il y a un Montréalais qui le déteste, là. Ben, pas Montréalais, mais Québécois qui le déteste, ce joueur-là. Mais on connaît ses limites, on connaît son plancher. Mais Callum Ritchie, sa limite est plus haut que Lekonen. C'est juste l'expérience qui n'est pas encore là. Mais tu sais, l'expérience va venir cette saison dans un top 6 de très haute qualité. Fait que non, je suis vraiment content pour le kid. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse pas tout le club. Là. C'est juste, j'ai lu des rapports sur lui, des textes, des entrevues, ces affaires-là, pour finalement pas comprendre par Christy, il a vraiment une chance de faire l'équipe, puis il va prendre la place de Lekonen. Oh! Fait que tant mieux, il a saisi la chance. C'est vraiment ça qu'il a fait. Il y a personne chez Canadien qui a réussi à faire ce que Ritchie a fait en ce moment. Alors que Line était blessé. Il y a personne qui a. Tu sais, Roy, tout était là pour que Roy le fasse, il n'a pas réussi. Fait que c'est ça. Mais c'est normal, il est peut-être au niveau de la profondeur des attaquants. Chez les Canadiens, au niveau des espoirs, c'est pas la plus haute, mettons. Malgré ce qu'on pourrait lire ailleurs. Mais il n'y a personne de la qualité de Ritchie en ce moment qui était prêt à la Ligue nationale de hockey. Là. Ça va venir éventuellement, là, mais je suis vraiment content pour le kid, sérieux. 27e. Il était choisi 27e, Callum Ritchie, puis finalement fait le club. Puis tu sais, Oshawa ont comme un peu comblé son départ en mettant la main sur Colby Barlow. Mais ça serait pas dégueulasse que, tu sais, quand, mettons, si Nichushkin revient, si Landeskog, mettons, revient, quand Lekonen va revenir, si on décide de renvoyer Ritchie dans la OHL, un peu comme on a fait avec Dylan Gunther. Il avait joué une trentaine de matchs à sa première année. On s'est foutu un peu de sa première année de contrat de recrue. On l'a fait jouer. Puis on l'a renvoyé junior après les fêtes ou un peu plus après les fêtes. Si on fait la même affaire, Oshawa vont se taper dans la main. Pas pire, parce que quand tu vas avoir Ritchie, Seneca puis Barlow dans ton équipe, c'est pas dégueu quand même quand tu veux aspirer à la Coupe de Montréal. C'est clair. C'est juste du bon bagage pour lui, là. C'est vraiment juste du gros positif pour lui, pour le futur. Puis, mettons qu'il brûle une année de contrat, on s'en fout, là. C'est pas grave, parce que tu sais qu'il est comme semi-prêt ou prêt à jouer là. Fait que il peut pas. Tu sais, monter un gars trop vite, précipiter un gars, le rusher, mais c'est pas son cas à lui. Puis s'il commence à s'essouffler, puis c'est pas grave, tu l'envoies en bas, puis tu fais jouer quelqu'un d'autre à sa place. Ton noyau est tellement fort que tu vas probablement faire les séries de toute façon. Et pour conclure avec l'Avalanche du Colorado, selon Corey Masichak, parce que ceux qui ont regardé possiblement les alignements, vous avez noté l'absence de Nikolai Kovalenko dans l'alignement final. Mais selon Corey Masichak, reporter du Denver Post, on attend vraiment là, les mouvements de la LTIR, entre autres, Landeskog, pour ne pas le nommer, pour rappeler Kovalenko et Ivan aussi. Fait que Ivan aurait gagné son poste
avec l'Avalanche, on va le rappeler dès que les joueurs vont être placés sur la liste des joueurs blessés. Et Nikolai Kovalenko, pour les poolers qui ont daigné le repêcher, bonne nouvelle, il va être de l'alignement principal, même si en date d'enregistrer présentement, le 7 octobre, il n'apparaît pas encore sur l'alignement. Au Opening Night, il devrait être là. Ouais, puis c'est un bon joueur de profondeur qui va amener de l'offensive. Là. C'est juste qu'il faut voir qu'il reste en santé. Parce qu'il y a eu de la misère à faire là, dans les dernières années, au moins l'année passée. Là. Oui, j'espère qu'un jour de voir... je sais pas s'il a fait l'équipe, je pense pas, là, mais Marcel jouer contre Ivan. Ça, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment un moment que j'ai hâte de voir dans ma vie. Sais-tu quoi, Pascal? Il y a un autre moment que je pense que tu avais hâte. Je pense que tu avais hâte d'entendre que les Red Wings de Détroit ont Jonathan Berggren sur leur alignement principal. Oui, c'est sûr que j'avais hâte. Et il y a de cela environ 1 heure, Charles Damian nous dit « J'ai hâte qu'on arrive au joueur Jonathan Berggren. » On y est, Pascal. Il a fait l'équipe. J'espère, sacrément. Casper a failli faire l'équipe et Branson Nygaard aussi. Le journée que le troisième, ça va être Branson Nygaard, Casper et Berggren. Ou bien Meshaw aussi, que je déteste pas, Carter Major. Dans le fond, que le bottom 6, ça va être ça. Mais évidemment, ils ont été fidèles à leur habitude. Ils ont tout envoyé chez eux. Mais Berggren, c'est ça. Tu sais, m'amener, il fallait le faire jouer en haut. Là. Il n'y a pas d'affaire en bas. Puis ben, c'est ça qui arrive. Fait que on va le garder. Envoyez-moi des game reports. Moi, je vous en fais des gratuits. Simon Edvinsson aussi qui fait finalement le club. Justin Hall, envoyez-moi ça en bas. Moi, dit Kim. 3,5 millions pour 2 saisons encore, envoyé en bas. À moins que ce soit un mouvement personnel, là, mais un mouvement de personnel, non pas un mouvement personnel. Mais pour la masse salariale, mais non, je pense pas. Je pense qu'Edvinsson, on l'a vu là, dans un peu les rapports, pas les rapports, mais les highlights, puis tout, les rapports de match. Il a vraiment bien joué, il était physique, puis tout. Mais c'est quel joueur déjà? Il a comme plaqué un joueur, puis il y a un autre joueur qui a voulu le défendre, puis Edvinsson était comme, on sacrément, c'est quoi le rapport? Puis le poignet de main, ouais, j'ai vu la vidéo sur Twitter. Ouais. Il a juste dominé le gars, peu importe, il a dominé. On s'attendait-tu pas à ça, à son année de repêchage? Zéro fuck all. Il a fait des vidéos de lui comme quoi il était soft. Non, il est pas soft. C'est incroyable à quel point il s'est développé. Non, c'est ça. Puis il l'a gardé. Il n'a même pas frappé ou presque pas. Il l'a juste gardé à son reach. Puis il a bang à terre. Tu sais comment? C'est quoi ton rapport? C'est même pas le code, ça. Je suis sûr qu'il a dit ça, mais en suédois. Le code n'a pas rapport là. Bang. Fait que non, je me rappelle pas c'est quoi l'autre joueur. Là, mais c'est un paysan. Là. Mais c'est ça. Je suis content pour lui. Enfin, Détroit va avoir un petit peu de jeunes dans l'alignement. Et non, pas juste des vétérans signés à 4.4 là, sur 4 ans. Maudit Chris. Autre information ou exclusivité. Non. Exclusivité, ouais. C'est pas vraiment une exclusivité, c'est juste que j'ai regardé tantôt. Matthew Savoie est sur l'alignement principal des Oilers d'Edmonton. Ah, il a été mis sur l'alignement. Est-ce que c'est un mouvement ou ben de masse? Je ne sais pas. Selon Puckpedia, les Oilers, en mettant Matthew Savoie dans l'alignement principal, se retrouvent avec 53$ sous le plafond projeté pour la fin de la saison. C'est incroyable, ça. C'est comme si t'as des LTIR avec Vanderkade. C'est parfait, là. Ben, c'est ça. Je pense qu'ils ont fait ça pour éventuellement mettre Kane peut-être le 8 octobre, peut-être dans quelques jours, dans les prochains 48 heures, sur la liste des joueurs blessés. Puis après ça, on va rappeler d'autres joueurs. Mais c'est de ce que j'ai vu, dans le fond. Puis, tu sais, j'ai regardé un peu partout. Puis, je suis allé poser la question à Puckpedia, justement. Puis, Savoie a été rappelé sur l'alignement principal quand Raphaël Lavoie a été claimé au ballottage. Ouais, okay. Fait que je pense que c'est un paper move, mais ça reste à suivre. Présentement, il serait comme le 13e attaquant, là, si on veut, là, dans la ligue. Skinner va être sur le bottom 6 aussi. Ouais. Fait que bref, ne vous surprenez pas de voir Matthew Savoie sur l'alignement, mais dossier à surveiller, je suis pas convaincu qu'il va commencer dans la Ligue nationale. Ouais. C'est une bonne chose qu'il commence dans la Ligue américaine. Surtout, ça faisait quand même, c'est pas hier qu'il a été rétrogradé. Là. Ça fait quand même. Ça fait quelques jours. Là. Ouais, quoi de jours, pas de match. C'est ça.
Dans les nouvelles moins surprenantes, là, Brent Clark qui a fait le club Ouais. du côté des Kings. Honnêtement, il fallait s'en attendre là, avec la progression qu'il y a eu. Alex Turcotte aussi. Alex C'est vrai qu'il va Turcotte, demeurer. là, il est temps. Là. Ouais, ben il faut qu'il demeure en santé. C'est ça, c'est la santé puis tout. C'est Là. ça. C'est ça. Est-ce qu'on a encore des espoirs en lui? Ouais, Mais pas tant on que ça. verra. On verra si ça. On sait jamais. On sait jamais. Exact. Chez le Wild, Marco Rossi, Marat de Kusnudinov sont sur l'alignement principal. Pas grande surprise. Liam Bravo. O'Gren qui est sur l'alignement principal. Tu l'avais abordé dans le dernier podcast, je pense. Ouais, Que la Costadina, bravo, tu l'as possibilité bien de. dit. Mais oui, Ouais, ben, Euglen, c'était comme. Est-ce qu'il va rester là toute la saison? J'ai des doutes encore quand même. Mais écoute, tant mieux, sérieusement, si Rossi, si Kostadinov. Kostadinov, ça m'étonne pas en tout. Veut pas y arriver la KHL. Si tu l'envoies en bas, est-ce qu'il va retourner là-bas? Puis tu le gardes en haut. De toute façon, tu sais très bien qu'il joue avec rapidité, son moteur, puis tout, capable de jouer sur 200 pieds aussi, capable de créer de l'offensive un peu. Ça a été un peu difficile l'année passée, mais là, c'était en fin de saison. Il y avait une saison de jouer derrière le corps aussi dans son pays, là, fait que c'est de s'adapter puis tout. Donc, c'est un joueur que j'ai pris dans mes poules. Donc, c'est un joueur que j'ai quand même assez en haute estime. Je l'apprécie. Pour Rossi, ben, il y a quand même une grosse place pour lui sur le top 6 au centre pour le Wild. Donc, on s'attend quand même à une bonne saison de lui. Peut-être une cinquantaine de points peut-être. Pour Euglen, mais je m'attends 50% en haut, en bas. Là. Je ne m'attends pas à une saison complète en haut. Mais il y a le style, encore une fois. Un style qui fit beaucoup dans le top 9 dans le national de hockey. Donc, ça serait quand même pas étonnant qu'il y ait un bon stretch de game en haut pour commencer la saison. Ce qui m'a le plus surpris chez le Wild, c'est dans le filet. On a décidé de garder Jasper Wallstedt en haut, qui laisse présager un ménage à 3 chez le Wild, impliquant Philippe Gustafsson, Marc-André Fleury et Jasper Wallstedt. Est-ce que c'est une bonne décision selon toi, Pascal? Puis je vais compléter avec ce que je pense de cette situation-là, parce que je suis curieux de savoir si on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Jamais vraiment une bonne décision, je pense, d'avoir 3 gardiens de but, mais tu sais, c'est probablement juste Fleury qui va écoper. Puis que, tu sais, je sais pas c'est quoi le but de Fleury. C'est-tu de se faire échanger un contender éventuellement? Je penserais pas, parce que ça n'a pas été ça les dernières saisons. Ou c'est plus Gustafsson que quand Wallstedt va être prêt à prendre une charge 50-50 avec Fleury, ça va être ça. Tu sais, c'est comme, je sais pas trop c'est quoi le plan de ça, mais je vois pas une saison complète à 3, là. Vraiment pas. C'est un peu de cet avis-là. Jasper Wallstedt, Jasper Wallstedt, il est numéro 1 depuis qu'il a 15 ans. Il est habitué d'avoir un workload, là, qu'on dit en anglais, une charge de travail quand même assez occupée. Puis là, tu le ramènerais pour un 20 matchs dans la Ligue nationale, peut-être maximum un 30. Je ne suis pas vraiment de ceux qui pensent que c'est bénéfique à long terme pour un gardien comme ça. Oui, il peut profiter des conseils de Marc-André Fleury, mais il peut le faire avec des rappels bien précis dans le club. En parcimonie dans la saison, là, de temps en temps. Mais pas en regardant 70-75% des matchs du haut de la galerie de presse. Ça, Ouais. pour moi, c'est pas... pour un gardien qui est habitué à cette charge de travail-là, que tu le diminues comme ça, j'aime mieux avoir un 50-50 Gustafsson-Wallstedt qu'un partage à 3 dans le filet. Mais si c'est le cas, effectivement, je suis d'accord que ça va être Marc-André Fleury qui risque de payer le prix un petit peu plus. Ouais. Il va être là plus comme rôle de mentor que de jouer des matchs, jouer un 40-50 matchs. Puis tu sais, c'est parce que Gustafsson perd de la valeur à En faire plus, ça. Tu sais, c'est parce que, c'est OK, pas un t'en as pas win-win, tant là, besoin. c'est ça. T'en as pas tant besoin dans ton alignement, t'en as 3, donc sa valeur descend à mes yeux. Mais tu sais, on a quand même vu Jake Allen se faire échanger pour une valeur quand même assez correcte. Mais tu sais, ça demeure Jake Allen. Il est correct sans plus. Mais le marché des gardiens de but, est-ce qu'il va être aussi florissant? Florissant, on s'entend, que l'année passée, tu sais, mais je trouve que Gustafsson a quand même... Il n'est pas dégueu là, comme gardien de but. Là. Il a quand même une valeur. Là, parce que c'est pas un premier choix. Là. C'est un gardien tampon, mettons. Si j'étais capable de Toronto, couvrir. Ouais. si j'étais Toronto, si j'étais Edmonton, je regarderais de ce côté-là en sacrament. Ça, sérieusement, là, je regarderais vraiment cette possibilité-là d'avoir lui
pour jouer un tandem devant le net. Ouais, mais là, attends un peu. Là, par exemple, le Wild peut pas tant se permettre ça parce que Fleury est à la retraite l'année prochaine. Là, Ouais, je sais. Wallstead va se retrouver tout seul. T'as pas le choix d'y donner un 60 matchs l'année prochaine. Ça va être tough. Là. Ouais, Je comprends, tu peux aller en chercher un autre. Ben ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais, je pense que Gustafsson l'année prochaine pourrait rester numéro 1B puis Wallstead serait un numéro 1B aussi. C'est sûr, il y a ça, c'est sûr. C'est sûr qu'à court terme de même, de garder Gustafsson, c'est pas négatif, surtout si t'as pas l'intention de l'échanger. Mais si t'as vraiment l'intention, mettons, de donner le poste à Wallstead l'année prochaine puis échanger Gustafsson, c'est pas la meilleure des situations. Mais on n'est pas à leur place, là. Fait que les autres décident. Chez les Devils du New Jersey, est-ce que c'est une situation à court terme, considérant la blessure de Luke Hughes, de voir Seamus Casey dans l'alignement principal des Devils? Il a été excellent dans les matchs préparatoires. Vraiment, vraiment bon. J'étais allé regarder ces 2 matchs, deux shift by shift de lui. C'est ça, en tout cas. Mais il a vraiment été bon. Vraiment, vraiment. Il a probablement que s'il y avait eu un top 6 complet, ben il s'aurait battu pour être le 7, voire le 6 dans l'alignement. Il a vraiment été excellent. Il a joué sa game. Il a été capable de faire des bonnes sorties de zone, d'amener des contre-attaques, des bonnes passes, bonnes premières passes, puis en offensive, il a dirigé le jeu. Un peu comme Hudson fait, mais peut-être pas aussi tricoteux. C'est pas nécessairement sa façon de jouer, mais il amène quand même l'offensive d'une bonne façon. Puis son tir, il a été quand même capable d'utiliser son tir d'une bonne façon. C'est sûr qu'on lui a donné toute la place pour qu'il réussisse à se faire une place. Puis il a répondu aux attentes. Fait que là, rendu là, il va falloir que dans le show, dans la saison, qu'il continue comme ça, qu'il ait une bonne constance. Puis qu'au retour de Luke Hughes, ça va être un bon tampon de genre de Luke Hughes, il va arriver peut-être plus à la 3e, puis s'il va garder une place un peu plus loin. Puis si les deux sont prêts, tu peux faire de la place d'une bonne façon. Fait que c'est parfait pour eux autres que Seamus Casey réponde aux attentes. On en a parlé tantôt, Pascal, mais on revient sur les Flyers parce qu'on va avoir droit à un duo plutôt qu'un espoir de haute qualité en solo. Matvei Michkov va être accompagné de Jet Luchenko chez les recrues des Flyers. Est-ce que, dans un premier temps, avec le calendrier pré-saison que Matvei Michkov nous a offert, est-ce qu'il part, selon toi, favori pour l'obtention du trophée Calder devant des Celebrini, des Will Smith, des Cutter Gauthier? Dans une année comme cette année, il y a vraiment une bonne vague de qualité au niveau des espoirs. Je pense pas qu'il y ait de favoris en ce moment. T'as au moins 10 candidats quasiment. Là. Fait que de favoris là-dedans, assez difficile de t'en dire un, mais qui a joué dans un calibre plus élevé que lui? Personne. Fait que si t'avais un nom à nommer, au niveau des probabilités, ce serait probablement lui, là. Parce qu'il joue en KHL, puis en KHL depuis 2 ans, puis il a produit, dans un des pires clubs en plus. En plus, il a performé. Ouais. Fait que il y a quand même ça, puis il joue pour un coach difficile, puis ça a quand même bien été. Fait que c'est sûr qu'il est dans les candidats préférentiels pour gagner le Calder, mais je suis pas prêt à dire que c'est le favori. Mais vous savez que je l'adore, Michkov, c'est aucun problème à dire que l'année passée, je l'avais 2e. L'année passée, oui, il avait 2e sur ma liste, puis il est encore là cette année. Fait que je suis content de voir sa pré-saison, sa production, puis qu'il était hargneux. Il y a même certains détracteurs qui ont parlé en bien de lui, tout le temps soulignant qu'est-ce qui était négatif là-bas. Mais quand même content de voir que, tranquillement, pas vite, il va se faire une place, puis j'espère que son offensive va demeurer bien présente dès le début de la saison, puis il va avoir toutes les chances de le faire, parce qu'ils n'ont aucun joueur qui a son talent dans l'alignement. Absolument aucun joueur. Puis avec Sean Couturier, c'est parfait pour lui. Là. D'avoir ce joueur-là, le capitaine, qui est bon sur 200 pieds, qui est capable de se battre, capable de faire n'importe quoi sur sa patinoire, c'est un des meilleurs contextes, ou presque pour lui, là, d'avoir ce compagnon-là de trio. Jet Luchenko, à quoi les fans des Flyers peuvent s'attendre de cette surprise en soi-là de le voir dans la Ligue nationale dès cette année? Moi, je suis bien content de voir qu'il y a
pas fait taire ses détracteurs, mais quand même, un peu comme Cam York. Le monde chialait un peu sur sa sélection en disant qu'il avait été vraiment un reach. York, c'est pas nécessairement un reach, c'est plus de qui a été pris juste après, en Cole Caulfield. Mais là, il fait juste ça. Il a été excellent. C'était un joueur de hockey pendant la pré-saison. Il a joué sur 200 pieds, rapidité, moteur, un peu d'offensive en plus. Mais là, c'est juste que faut pas que ce soit ça. Son plafond, là, j'espère qu'il n'est pas quasiment atteint. C'est comme là, il va falloir qu'il amène plus que ça. Est-ce que c'est le meilleur contexte de développer? Pas nécessairement. Est-ce qu'il va rester là toute la saison? Je ne crois pas que c'est nécessaire. Je pense pas non plus qu'il va rester. Hey, l'équipe est jeune. T'as Morgan Frost, t'as Tyson Forster, t'en as d'autres, là, des jeunes. T'as Bobby Brink aussi qui est là, Matvei Michkov. Il y a beaucoup de jeunes là, qui vont se bagarrer pour du temps de jeu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas que c'est l'idéal qui reste là. Si, c'en est un que plus tu lui donnes de matchs, plus tu espères qu'il te prouve qu'il est pas prêt, puis c'est juste jamais arrivé. Mais là, dans la saison, ça risque d'être plus difficile, un bout qui pogne un mur. Fait que est-ce que ça va être un peu le même traitement que Shane Wright? Ça se pourrait très bien que ce soit un candidat à ça, puis que c'est plus l'année prochaine qu'il va se faire une place si tout va bien. Fait que je m'attends pas à la saison, mais je suis vraiment content pour le kid, par exemple. Que la méritocratie, ça demeure vraiment important. Puis John Tortorella est là-dedans à 100%. Fait que d'avoir la confiance d'un gars comme Tortorella, ton premier camp pro, écoute, c'est quand même une bonne carte de visite là, pour le futur. Fait que non, on va garder ce nom-là en note pour l'année prochaine. Puis on verra s'il va faire plus que 9 matchs. S'il fait plus que 9 matchs, je vais être surpris. Sérieusement, je vais vraiment être surpris. S'il fait plus que 41 matchs, là, je vais être encore plus surpris. C'est après Noël. Là, ça va vouloir dire que soit son emmerde, ou soit qu'il a été un top 9 d'impact sur 200 pieds. Ce que je m'attends, mais à long terme, pas nécessairement cette année. Si ça arrive, tant mieux, sérieux. Du côté des Blues de Saint-Louis, Zach Bolduc a laissé une belle carte de visite. On se rappelle, l'ancien des Remparts de Québec a connu un camp de développement puis un premier camp professionnel assez difficile. Il s'était fait dire que son jeu n'était pas professionnel, qu'il axait beaucoup son jeu sur l'offensive puis qu'il n'était pas assez complet. C'était le cas, effectivement. Puis moi, j'ai pas trouvé qu'après ça s'est tant amélioré avec les Remparts. Il aura fallu attendre à sa dernière année junior pour voir vraiment un Zach Bolduc plus complet qui arrête de penser à juste marquer des buts. Puis il en marquait pareil. Fait que, il aura fallu attendre longtemps, mais lente progression quand même. Le message a fini par rentrer. Puis cette année, il a connu un très bon camp. Il portait le C également dans son équipe au niveau des matchs préparatoires. Fait que, il est passé vraiment proche de faire le club. Est-ce qu'il va être rappelé après des mouvements sur la liste des joueurs blessés à long terme? Ça se pourrait même que dans les prochains 48 heures, il soit rappelé. Mais je m'attends quand même à ce que pendant la saison, ce soit le gars qui soit rappelé le plus rapidement. Il a été rappelé l'année passée, puis il a bien fait avec les Blues. Non, c'est ça. C'est un peu le même read que j'ai. Là, souvent, tu pognes la maturité un peu plus tard. Ça semble être le cas pour lui, qu'il est vraiment dans un point tournant dans sa carrière. Puis qu'il va chercher sa chance, c'est pas nécessairement la chance qui arrive vers lui. Fait que tant mieux pour lui. Puis s'il est appelé, si c'était juste un mouvement de masse salariale ou de roster, ben tant mieux, on va le voir rapidement. Mais je pense aussi que si c'est pas le cas, qu'il va être un des premiers rappelés s'il reste en santé. Il va prendre son année repêchage, il y avait aussi Xavier Bourgault. Ben lui, il a pris une meilleure tangente que Bourgault, mettons. Là. Je sais pas s'il a fait l'alignement Bourgault de où il est rendu à cette heure. Non, pas à Ottawa, non. C'est vrai, il est rendu à Ottawa, on l'a pas vu tout. Je vais le voir très souvent cette année avec le Rocket. Hein. Vu que le Rocket joue comme 8 matchs, je pense, contre Belleville, ou même peut-être plus. Non, je pense que c'est genre 10 ou 12. C'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Mais c'est ça, on va avoir l'occasion de le revoir quand même pas mal. Oui, on va en parler pas mal du Rocket. Là. On va sûrement inviter Jess très rapidement à notre podcast pour parler justement de l'alignement. Elle a hâte que ça débute. Ah oui, assurément. All right. Il en reste quelques-uns. Du côté d'Abbotsford ou plutôt des Canucks de Vancouver. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent encore un petit tour dans la Ligue américaine cette année.
Mais finalement, Aatu Ratti figure sur l'alignement des Canucks de Vancouver. Surprenamment. Parce que, à mon avis, ça reste un joueur quand même assez unilatéral. Puis c'est pas nécessairement ce que les Canucks auraient besoin dans leur bottom six, mais finalement, c'est ça. On a décidé de le garder. Est-ce que c'est un move, encore une fois, comptable, le temps de placer des joueurs sur la liste des joueurs blessés? Ça sera à suivre dans les prochains 48 heures, mais pour l'instant, Aatu Ratti est dans l'alignement des Canucks de Vancouver. Ouais, c'est un joueur qui a atteint sa maturité physique vraiment plus rapidement que la plupart des gens. Fait que la plupart des espoirs de son âge, les Canucks. Je suis rendu dyslexique, j'ai inversé quelques lettres. Le Knock. Mais ouais, dans le fond, fait que ce qu'il a fait, ça lui a donné un bon boost avant son année de repêchage au niveau des listes préliminaires parce que justement, il dominait physiquement, puis son tir amenait beaucoup d'offensives, puis tout comme beaucoup de Finlandais après lui. Il a juste descendu dans les listes toute l'année parce qu'on voyait que niveau créativité offensive, nos hockey sense, c'était pas super là. Mais il y avait quand même une base physique. Fait qu'on a travaillé avec lui chez les Islanders et chez les Canucks. Puis ça semble donner un joueur bottom six. Fait que tu sais, si tu vas chercher un bottom six en deuxième ronde, c'est parfait. C'est parfait. Fait que je suis content pour lui qu'il ait réussi à pas remplir les attentes, mais à combler une partie des doutes qu'il y avait. Est-ce que je suis capable de jouer dans la ligue? On verra si ça va être un gars de 100 matchs et moins dans la Ligue nationale ou 300-400 matchs avec des utilités de niveau physique. Mais ça demeure un tir, des habiletés physiques, mais le reste, j'ai de la misère avec son juste 200 pieds. Là. J'ai été surpris, moi, l'année passée, je l'ai vu jouer contre le Rocket. Puis je m'attendais pas à un gabarit comme ça. Je l'imaginais un peu plus frêle. Avec son année repêchage, il était quand même frêle un peu. Puis il se servait quand même bien de son corps, effectivement. Là, mais puis il gardait moins longtemps la rondelle. Là, en Finlande, c'était épouvantable comment il gardait la rondelle. C'était des no-look pass tout le temps. Tout le temps la passe, le bâton qui frappe sa glace. C'est ça. Puis c'était interminable quand il y avait la rondelle. Puis souvent, ça faisait avorter le jeu. C'était pas mal moins pire dans le match contre le Rocket que j'avais vu. Mais je voyais quand même en lui encore un joueur qui pouvait apporter de l'offensive, mais pas grand-chose d'autre, personnellement. Fait que, mais c'est un match. C'est pas. J'ai vraiment juste regardé le match d'Abbotsford contre le Rocket. Fait que je l'ai pas suivi à son année avec les Islanders quand il était à Bridgeport. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir s'il va réussir à s'insérer dans l'alignement vraiment en début de saison ou si c'est vraiment juste un paper move. Mais... C'est le genre de joueur que s'il avait joué sa 17, sa 18 ans à London dans la OHL ou bien à Saint John, les Cedars de Saint John dans la LHJMQ ou bien à Prince George dans la WHL, ça aurait été la meilleure affaire pour lui. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il a joué dans une des pires ligues pour développer un joueur de cet âge-là, qui est la Liga. C'est dommage. C'est vraiment dommage, puisque je pense que s'il avait joué dans CHL, ça aurait été un joueur de première ronde qui serait développé convenablement. Mais il a joué dans une ligue qui veut gagner au détriment des jeunes joueurs. L'Europe. Exact. Du côté des Capitals, Ivan Miroshnichenko a été rétrogradé en Ligue américaine. Ça se pourrait qu'on le rappelle là, dans les prochaines 48 heures, ça on verra. Chose certaine, Andrew Crystal a fait le camp au complet, mais a été réassigné au Rocket de Kelowna dans la WHL. Bon passage pour Crystal. Puis le point que je trouve un peu étrange quand j'ai regardé les alignements, Hendrix Lapierre, il n'est pas dans l'alignement principal selon Puckpedia. Dans l'alignement fourni auprès de la NHL, il n'est pas là. Mais ce matin, il s'entraînait sur un trio des Capitals. Fait que, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il revienne dans les prochains 48 heures dans l'alignement. Ouais, je pense que c'est ça. Lapierre, c'est quasiment sûr qu'il va revenir dans les prochains 48 heures. Miroshnichenko, je serais pas surpris, mais ça reste à voir ça à ce niveau-là. Ouais, exact. Là. Dans le fond, Crystal, ça ne servait à rien qu'il joue en haut pour cette année. Je pense que c'est plus l'année prochaine qu'on va vraiment avoir une chance avec lui.
Lapierre, un peu comme tu as dit, je pense qu'ils ont utilisé, un peu comme Jacky l'année passée, là, tu l'envoies en bas pour la journée qu'il faut t'envoyer l'aliment à 17h, puis la journée d'après, tu le rappelles pour les LTR, puis tout ça. Là. Mais Miroshnichenko, c'est un autre que je pense qu'il va être rappelé très rapidement. Si c'est pas là, ça va être très rapidement parce qu'il est prêt quand même pour le show. Il a quand même prouvé l'année passée qu'il avait une utilité. Mais j'ai pas suivi son camp, par exemple. C'est une équipe que j'ai pas tenté de regarder leur camp. Fait que je sais pas si s'est développé par rapport à l'année passée, mais avec tous les problèmes physiques qu'il y a eu de santé. Là. Dans les dernières années, c'est quand même pas décevant qu'il commence l'année en bas là, pour se restarter comme il faut, puis voir des minutes de qualité. Pour une équipe qui est comme en retool, c'est pas en reconstruction, c'est pas loin de ça. Ils ont quand même la place dans l'alignement, mais ils ont quand même des vétérans. T'sais, on sait pas où ils sont nécessairement. Est-ce que Vincent Iorio a fait le... Iorio? Non. Non, ok. Dommage. Défenseur de qualité. Un bœuf de l'Ouest, comme j'avais appelé dans mon profil. Ouais. Qui devrait faire le saut en saison dans l'équipe. Là. Dernier et non le moindre, chez les espoirs, Brad Lambert, rétrogradé par les Jets de Winnipeg. Est-ce qu'on peut C'est ça. C'était ça ma question, dans le sens, est-ce qu'on voit ça comme un autre échec pour Brad Lambert ou si c'est simplement une question d'alignement chez les Jets de Winnipeg? Il y a zéro espace pour les espoirs à Winnipeg. Je peux regarder s'il y en a qui ont quand même fait l'alignement, là, mais il y a pas grand place. Il n'y a pas de place pour McGroarty, mais il n'y a pas de place pour Brad Lambert. On va se le dire, là. Non, mais vu de même, là. ils ont plusieurs joueurs de qualité quand même en bas. Fait que, pour les rappels, pour les blessures, ils ont de la profondeur. C'est vraiment ça. C'est vraiment un effet de profondeur que Brad Lambert se ramasse en bas. Mais oui, Vladislav Nesmikov, c'est pas un deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey. Mais t'es mieux de garder Rasmus Kupari en haut, Alex Iafallo, Morgan Barron, Nino de Reiter, Mason. Ils sont pas là pour être en dehors des séries, ils sont là pour les séries. Fait qu'ils vont jouer leurs vétérans. Puis quand ils vont avoir des blessures, ben ils vont faire des rappels. Fait que surtout en défensive, il n'y a pas vraiment de place. Là. Fait que. Ben là, en défensive, avec Logan Stanley puis Ville Ainola, dans le dernier épisode, on a parlé d'Elias Salomonson. Finalement, il n'a pas fait le club. Là. Ça va être la Ligue américaine pour lui. Oui, mais ils ont beaucoup de gauchers. S'il y avait quelques places à avoir, c'était peut-être en défensive, là, mais finalement, Eden Fleury, Dylan Coghlan, c'est les derniers qui ont été dans l'alignement. Non, c'est ça. C'est que, eux autres, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a volé une place incroyable? Non, il n'y a pas eu pantoute de joueurs comme Samuel Onuzek ou Jet Luchenko durant le camp. Brad Lambert pouvait être rétrogradé. Il l'est, puis il va juste être dans un très très bonne équipe en bas qui va vraiment faire mal aux autres au niveau offensif. Là. Fait que non, je suis pas déçu, je suis pas pantoute surpris non plus. On voyait bien, quand tu regardes l'alignement, c'est comme il n'y a pas de placement tout là, pour n'importe quel recrue. Là. Donc, est-ce que c'est nécessairement une équipe qui va dominer? Non. Mais ils ont un bon goaler, ils ont quand même un bon noyau. On verra ce que ça va donner. Je leur souhaite parce que de faire le milieu de la ligue, ça sera encore stagné pour cette équipe-là, mais au moins, il y a une bonne relève. All right. Très bon tour d'horizon pour les espoirs de la Ligue nationale de hockey. Comme on mentionnait au tout début, en fait, la situation peut changer du jour au lendemain. Les prochains 48 heures, avec la venue de la LTIR, la liste des joueurs blessés à long terme, on va placer des joueurs là-dessus. Ça va libérer de l'espace salarial. En fait, on va pouvoir dépasser le plafond à la fin de la saison avec des joueurs qu'on place sous la LTIR. Fait qu'il y a des mouvements qu'on peut s'attendre dans les prochains jours. Il y a l'aspect des 9 matchs aussi qui peuvent venir jouer en ligne de compte. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a certains espoirs qu'on a nommés qu'on peut s'attendre à ce qu'ils passent la saison au complet dans la Ligue nationale. Matvei Michkov, il n'ira pas dans la Ligue américaine. C'est pas mal sûr. Non. Mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver avec les Samuel Onzek, les Carl Ritchie de ce monde qui ont des bonnes responsabilités au début de la saison.
Fait que n'hésitez pas, là, si vous avez pour vos poules des questions, n'hésitez pas à les dropper en commentaire sur YouTube ou sur Patreon pour les espoirs de la Ligue nationale.